m'appelle Sol Cross, cadet Aiden ou Lourna. Qui je suis, je ne le sais pas. Tant de du prix pour ma survie que jamais on ne m'arrêtera. Lourna, c'est moi Lourna. Lourna dit, Lourna, signe, signe Lourna. Lourna dit, bonjour à tous, ici les Lucas filles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Ah oui. Alors, bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont échappé à comme un ouragan. Oui, c'est vrai. Tu peux encore la faire, on conclut. Hein. Je sais pas. Non, 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 peut-être pas trop là, en coller. En même temps, c'est un livre audio. Alors bon, Oui, on peut. Les portes du pénitencier, vous venez de se faire la remarque que ça pourrait fonctionner aussi. c'était un bon choix, les portes du pénitencier. Tout à fait. Ça aurait été aussi. En fait, il y a tellement de possibilités à chaque fois. La difficulté, c'est d'arriver à nous limiter. Dans l'intérêt général de vous-même. Ah, non, laisse Surtout. tomber. Donc, on va vous parler de Maître Tempête, l'audiodrama de Cavan Scott que tu as traduit. Félicitations. Donc, en plus, on aura le point de vue de la traductrice. On aura plein de Ouais, choses à en dire. va falloir faire de la dissociation. C'est pas facile. C'est la première fois qu'on doit Je faire vais ça. avoir une scission avec toi-même, Claire, là. Hein, ça va être compliqué. Pause. Non, mais alors, oui, forcément, je tiens à faire tout de suite le disclaimer. Ce point de vue ne sera pas complètement objectif. Je vais essayer, dans un maximum possible, de faire la dissociation entre Claire Lucasfille et Claire, la traductrice. C'est une assise qui n'est pas très facile, du coup, parce que je vais être vraiment le cul entre deux chaises. Il y a des moments où, ben oui, je vais peut-être donner des points de vue internes, mais d'autres, non, non, mais ouais, on va voir comment on va s'en sortir. C'est un exercice. Donc, c'est sorti le 9 juin en livre audio, enfin, audio-drama chez Lizzie, mais vous pouvez aussi vous le procurer sur Audible, d'après ce que j'ai compris. 18 acteurs s'y sont collés pour faire à peu près 60 voix, 60 personnages, avec les bruitages qui vont bien, etc. Et donc, bah, voilà, c'est dispo. Et Oui, moi, je peux dire tout de suite, hein, je peut-être, comme j'étais pas dans le process de création, je peux le dire non, tout de suite, elle pourrait gueuler. j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet audiodrama. J'aime beaucoup ce format et j'espère qu'on va en avoir d'autres par la suite, que Disney et Lucasfilm vont en commettre d'autres parce que franchement, c'était super. C'était vraiment Ouais, il faut le super à replacer tout de écouter. suite. Hein. C'est pas nécessairement parce que boulet, audiodrama pour la traductrice. C'est vrai que c'est la première fois. Il faut le replacer. C'est vraiment important. Et c'est fans de Star Wars qui sont au courant de ça. Et c'est vrai qu'on avait vu à QC l'intérêt que ça suscitait. Donc c'était assez étonnant. Mais oui, c'est la première fois qu'on a un audiodrama en français. Parce que Cavan Scott avait fait un premier avec Count Dooku, mais c'était ça n'a pas été, je sais pas dire, il a été traduit, et même plus d'ailleurs. Lucille va repasser derrière moi en disant, non, Non, bah dis donc, tu devrais savoir. mais oui, mais bon, je suis concentrée sur celui-là. Hein. La première fois que tu as vraiment un audiodrama avec autant d'acteurs. Et c'est vrai qu'en ce moment, ils sont en train, chez Lizzie, de proposer les versions audio, ce qui était déjà une nouveauté en soi, des romans et Mhm, des novélisations aussi. Mais à chaque fois, c'est un acteur qui s'y colle, tu vois. Donc, par mhm. exemple, là, récemment, sur Kenobi, le doubleur d'Ewan McGregor, ce qui était en soi chouette d'avoir le même acteur, mais c'est un acteur donc qui fait toutes les Ouais. voix. Donc, c'est bon. C'est une tradition, mais c'est comme ça. Donc là, c'est vrai que c'est assez spécifique. Car comme tu l'as dit, il y a une partie en plus euh, musicale faite spécifiquement pour, même s'il y a des thèmes de John Williams qui sont repris, mais qui a été Mhm. faite spécifiquement, il y a une partition derrière et les effets spéciaux. Alors en sachant, tu disais que avec tous les effets spéciaux qui vont bien, c'est la même bande sur la version anglaise que sur la version française, évidemment, d'où après la nécessité de recaler pour que ça rentre. Ça, c'est la partie technique. Pour que ça rentre. Ça n'a pas été la mienne. Ah Recaler. ben chacun sa croix. Ah bah, Hein. moi, j'avais tout le monde du machin, et après, quelqu'un est repassé pour que ce soit scripté très précisément par rapport aux parties musicales et aux effets sonores, quoi, si tu veux. Mhm. Et oui, ça rend bien parce que pour avoir du coup eu les deux dans les oreilles pour ma part, les voix sont top, elles collent vraiment bien.
J'ai une seule petite voix qui me pose problème, mais on en reparlera peut-être plus tard, je ne sais pas. Et ils ont été vraiment bien choisis. Et alors, c'est un casting belge, exclusivement belge. Ça ne s'entend pas. Non, une fois. Ça s'entend pas du tout. Ça s'entend jamais, en fait. Hein. C'est pas comme les doubleurs québécois, tu vois. Bon, ça... Oui, encore, ça s'entend pas qu'ils ont l'accent québécois, c'est juste qu'ils utilisent d'autres termes, c'est tout, dans leur traduction. Mais alors malheureusement, ni Lucille ni moi n'avons pu assister au tournage parce qu'en plein Covid, les mesures sanitaires autour des studios de doublage sont extrêmement renforcées. Donc même eux, ils sont pas ensemble. Enfin, c'est chacun dans son studio là, et puis c'est pas très très fun. Les acteurs font plusieurs voix, mais ça va pas te déranger quand tu le fais. Et alors, c'était intéressant, c'était que il y a beaucoup de femmes, on va le placer aussi rapidement, et les actrices qui doublent sont des actrices qui ont doublé sur Orange is the New Black, donc une série carcérale, et ça a son intérêt. Elles ont tiré gros lot. Ah oui, ça va être casté là maintenant. Elles sont pas dépaysées, hein. Tu fais bien de rappeler qu'effectivement, il y a certains comédiens et comédiennes qui font plusieurs personnages. Mais en fait, on n'est jamais enduit d'erreur, on n'est jamais dans la confusion à savoir qui parle, qui est qui, etc. C'est hyper fluide à écouter et donc du coup ça passe tout seul, quoi. Ça passe tout seul. Même si des fois tu reconnais les intonations, tu dis ah toi t'as doublé Trucmuche et t'as doublé Bidule, mais en fait t'es tellement pris, voilà c'est ça, c'est immersif parce que j'allais dire. Bien, tu es balancé. Il y a... Et comme c'est que du dialogue et de l'action et il y a les bruitages qui vont bien et donc du coup bon c'est vachement immersif et puis même s'ils ont chacun enregistré leur piste sans être dans la même pièce bah ça fonctionne en fait, on n'a pas la sensation il y a pas de temps mort entre une ligne de dialogue et une autre, ça ça fuse quoi, donc du coup c'est hyper efficace et les 6 heures 6 minutes de piste bah, on les sent pas passer, en fait. On les sent pas du tout. Donc, bonne production, ouais. C'est vrai que ça ouais. Est déjà à la base, mais c'est vrai que la version française, elle n'a pas à rougir. Hein. C'est une très jolie prod au final. Dirait qu'Avan Scott, c'est meilleur en français. Il l'a entendu en français? Il a entendu le début parce que c'est vrai qu'au moment de QC où il y avait les lithos que Cavan signait, du coup, sur la litho, il y avait le lien pour, alors qu'il était disponible pas seulement quand tu avais la litho, hein, mais tu avais le lien pour avoir les 12 premières minutes en attendant le 9 juin. Et c'est vrai que il a écouté le début et bon, alors, bon, comme il m'a dit, en même temps, tu aurais pu écrire n'importe quoi, il n'y aurait pas la différence. Mais lui, il était content. Il avait l'air content. Il y a une version russe aussi qui est faite normalement. Je crois qu'il y a une traduction en russe qui doit sortir normalement aussi. Bon, alors, comme a dit Aurélie, alors on place tout de suite, puis après on va faire le pitch. Mais alors, donc, vous allez vous demander quel est l'intérêt de cet audiodrama. Alors, est-ce que n'importe qui peut rentrer dans l'audiodrama? Parce que c'est vrai que c'est un truc très spécifique du coup, et il y a une grande tradition dans le monde anglophone, en tout cas chez les Anglais, ils adorent ce qu'on appelle les pièces radiophoniques. Ça se faisait à une époque aux États-Unis, ça se faisait aussi en France, mais c'est vrai que nous on a perdu l'habitude, on est que les Anglais ils sont vraiment encore beaucoup là-dedans. Et donc du coup, Cavan Scott qui est britannique, qui en fait par ailleurs, il en a fait sur Conan Doyle, il en a fait pour Doctor Who, c'est vraiment la bonne personne, ils ont vraiment bien choisi pour ça, parce qu'il a l'habitude, c'est un format particulier. Aurélie disait 6 heures. Alors que ça ne vous fasse pas peur. Oh, c'est peanuts hein, pour un audiobook, c'est rien. Enfin, il avait expliqué dans l'interview que c'était, fallait que les gens en aient pour leur pognon, quoi, quand tu achètes un truc. C'est pas 1 heure, voilà, c'est 6 heures. Et il l'a conçu de telle manière que tu as 6 chapitres, donc c'est en fait, tu as 1 heure, quoi. Tu as 1 heure à tuer, tu écoutes un épisode. C'est un peu comme si tu faisais ton épisode de Kenobi, du Mandalorian, et ça aussi, c'est un des trucs, peut-être qu'on discute aujourd'hui, enfin sûrement. Et donc, du coup, il y a un côté sérialisation du truc. Donc, c'est vrai que tu peux complètement le morceler, il n'y a aucun souci, et tu peux t'occuper à autre chose, faire ta cuisine, faire ton machin. Maintenant, faut-il avoir ou pas lu La Haute République, dont on va parler en septembre? Alors, dans le cas d'Aurélie et de moi, on va vous donner notre exemple à nous. Alors, faut-il avoir des prérequis? Avez-vous des UV à passer avant de suivre ce cours d'audiodrama? La réponse est non. Alors, je ne sais pas si Lucie va approuver ce que je vais dire. Néanmoins, je suis en tant que Lucassie, là.
Je dirais que non. Il a fallu, moi j'avais lu le premier, la Lumière des Jedi. Toi, tu as commencé également à la Lumière des Jedi. J'avais commencé un tout petit peu en Pleine Ténèbres parce qu'en théorie, il faut quand même mieux être familiarisé avec l'univers, etc. Plein de personnages, quand j'ai commencé à traduire, je n'avais aucune idée de qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, d'où ils venaient, etc. Voilà, bon. Et en fait, et donc il a fallu que je fasse mes recherches en dehors. Mais en fait, tu peux rentrer assez rapidement. Et je dirais que quelqu'un qui n'a pas, qui ne connaît pas les personnages, comme l'a dit Aurélie, c'est immersif. Tu apprends à les connaître parce que c'est vraiment un one shot spécifique. Mhm. Donc, oui, au début, tu es peut-être un peu paumé dans ce kiki, et puis tu n'es pas dans les enjeux de la vie des personnages, on va dire. Mais comme le sujet, c'est Lournadi et ce qui se passe dans sa vie, en fait, tu t'en fous. Et à la limite, c'est une bonne porte d'entrée si la Haute République te fait peur, parce qu'il y a déjà What the bouquins qui sont sortis, et tu te dis, oh, 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 entre les 3 romans, les BD, jeunesse, les machins, les trucs, et qu'il y a un côté, c'est vrai, en ce moment, tu as l'impression qu'il faut avoir tout lu, parce que sinon, il te manque des épisodes. Mais en fait, non. Donc, tu peux complètement le lire et ça te donne presque envie d'aller taper dans la Haute République derrière pour en savoir plus. En tout cas, c'est mon point de vue. Maintenant, Aurélie. Bah écoute, moi j'arrive pas à finir La Lumière des Jedi. J'en peux déjà plus des Jedi au premier bouquin, donc c'est un petit peu emmerdant. Mais par contre, j'avais bien été intriguée par les méchants. Donc du coup, bah voilà, Lournadi, c'est une méchante, hein. On spoil pas grand-chose en vous disant ça. Et donc du coup, bah, elle est vachement plus intéressante que tous les Gugus en beige, quoi. Et alors ça, normalement, ça se situe quand même après l'orage gronde. Moi, c'est ce que j'avais noté, que j'ai pas lu, hein, du coup, puisque je suis toujours coincée au premier bouquin. Donc, ça spoil deux, trois choses sur les premiers livres de la Haute République. Mais honnêtement, même moi qui n'aime pas être spoilée, j'en avais rien à foutre, en fait, que ça me spoile des trucs. J'étais trop contente de passer du temps avec des méchants, une anti-héroïne, méchante slash anti-héroïne, un personnage qui est quand même vachement complexe, qui m'a beaucoup intriguée. Et puis, alors, il y a vraiment toute une galerie de personnages autour qui sont assez savoureux. Donc, ça gêne pas. Honnêtement, ça m'a même reboosté pour me dire, bon, alors, je finis La Lumière des Jedi, là. Et puis, j'enchaîne, quoi. J'enchaîne avec le Claudia Gray, et puis on verra, tiens. J'ai hâte de retrouver les Nihil, j'ai hâte de retrouver les méchants. Ça fait passer la pilule Jedi. Je Voilà. dirais presque le fait de les avoir eus dans les oreilles, tu vois, revenir dans les bouquins après, dire ah ouais, c'est machin de Maître Oui, Tempête. oui. euh, et il fait ça plus tard. Et c'est vrai qu'en théorie, comme tu l'as bien dit, c'est vrai que Pocket et Lizzie ont vraiment, enfin, Lucille a vraiment veillé à ce que ce soit fait dans l'ordre chronologique. Et c'est vrai que ça clôture la phase 1 en théorie. Enfin, ça arrive vers la fin de la phase 1. On vient de Mhm. sortir l'orage gonde. Donc là, oui, il fallait que ça sorte après parce que tu suis la chrono. Mais comme en plus c'est enfin, c'est pas un roman du coup, mais un audiodrama enfin une pièce, hein, c'est vraiment une pièce radiophonique qui, qui est basée sur des flashbacks. Bah justement, le fait que ça revienne sur des choses du passé, ouais, tu vois, ça te permet de recoller peut-être des morceaux avec ce qui s'est passé dans la phase 1 et de Mhm. revenir effectivement après sur la phase 1. Moi, je dirais aussi bien ça, tu pourrais l'avoir au début que d'avoir à la fin quoi, de la phase 1. Oui, c'est un peu un électron libre, Comme même Lourdes. si voilà, sur l'Ourna, et il est inscrit dans une temporalité parce que, comme tu l'as dit, au niveau du calendrier des sorties, ceux qui sont au taquet sur la Haute République, ben, ils vont pouvoir enchaîner naturellement, hein, sur cet audiodrama. Et puis repasser au bouquin, aux comics après, voilà, sans souci. Mais on peut le lire effectivement comme un one-shot. Moi, ça m'a réconcilié avec la Haute République. C'est pour ça que je vous dis que ça m'a me remotivé pour reprendre ma lecture parce que j'étais en plein marasme Jedi. C'est comme entrer en matière, la lumière des Jedi. On en reparlera à la rentrée quand je me serai tapé toute la Haute République, que je serai à jour, mais c'est pas forcément hyper facile, quoi. Bah, il y en a qui ont accroché vachement, hein. On voit qu'il y a un vrai fandom qui s'est créé. Ça s'est vu Ouais, ça au c'est cours des chouette. dernières Mm. célébrations, parce qu'il y avait plein de gens qui cosplayaient, des gens qui ont dit que ça les a vraiment. C'est leur période préférée de Star Wars, ça les a réconciliés avec plein d'aspects de Star Wars. Peut-être des gens qui n'étaient pas fans et qui sont devenus fans grâce à ça. Enfin, je veux dire, il va falloir compter avec cette nouvelle ère. Mhm. Après, c'est vrai que comme ils l'ont vraiment conçu
dans sa globalité avec eux, ils savent exactement où ils vont terminer l'histoire. Forcément, quand tu commences avec les lumières des Jedi, bah, c'est une ouverture. Alors, c'est une ouverture vers quelque chose. Donc, des fois, les tomes 1 ne sont pas forcément les plus réussis ou les plus engageants. Alors, c'est vrai que pour certains, oui, ça l'a été. Pour d'autres, non. Tu vois, nous deux, on n'a pas été très engagés sur le premier. Parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de Belges. J'en ai pas sur Tatooine, mais il y a beaucoup de Belges. Et, et donc, tout ce qu'on peut dire avec notre expérience à nous, qui est limitée là-dessus, c'est bah, si tu as peur des Jedi ou si tu as peur du côté. Bah, les premières images qu'ils nous avaient vendues avec Barbie Jedi ou toute cette bande de chevaliers arthuriens vêtus de probité et de lin blanc, et tu te dis, ah, ça va pas être mon. Ça va Ça va pas. pas être ma cam. Oh mon Dieu, au Bah, secours, tout ce rassurez-vous, temps-ci. parce que là, il y a de l'action, il y a du steampunk, il y a du conflit, il y a de l'anti-héroïne byronienne, tu as beaucoup d'action. Cavan Scott est un mordu de film d'horreur, ça se sent bien, parce qu'il utilise plein de choses, plein de trames et des hommages à des trucs différents. Donc, il y a plein de choses qui te rappellent plein de trucs. Et c'est vrai que bien que tu vois rien, tu es vraiment bien dans l'action. Ah oui, oui, on visualise sans problème, hein. Ça, c'est évident. Visualise avec tes oreilles, c'est beau. Voilà, c'est ça. Tu veux faire le pitch? Ouais. Oh, la pression, Allez, hein. la traductrice, fais le pitch. Oh, bah, c'est compliqué. Alors bon, alors le pitch, on va s'intéresser donc à Lour Nadi, donc qui était un personnage très secondaire jusqu'à un moment T, on va dire, qui était vraiment une figure dans le fond, une Twi'lek qui est donc un maître tempête, d'où le titre, c'est original. Alors après, il y a tout le système de classification qui est compliqué, on en reparlera après. Donc c'est une chef de guerre dans l'équipe donc des Nihil, qui sont les méchants de la Haute République, les adversaires principaux. Et donc là, pas un bon moment de sa vie, hein. On la prend pour la chef ultime supérieure, le leader suprême des Nihil, et elle se fait choper, sans qu'on sache que ce soit elle d'ailleurs. Donc il y a toute une question d'identité qui va se jouer là-dedans. C'est vraiment le fil rouge, c'est l'identité de Lourna, qui elle est, ce qu'elle veut vraiment, etc. Parcours d'héroïne, donc. Donc notre cam, c'est comme ça que je te l'avais dit. Donc si vous êtes sur la chaîne, c'est votre cam aussi. Et donc, c'est un moment, du coup, pause dans sa vie où elle va faire de l'introspection, de la rétrospection sur sa vie, son œuvre, ce qui lui est arrivé, pourquoi elle en est là, et à partir de là, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va devenir. Donc, c'est vrai que c'est vraiment en dehors presque de l'histoire de la Haute République, parce que tu pourrais presque l'enlever, sauf que ça t'apprend toute sa backstory et qui elle est vraiment. Alors, c'est un personnage aussi, je le place, qui a 40 ans. Donc, c'est pas une gamine. Et c'est intéressant parce qu'on vient juste de faire un truc sur Leia qui avait sensiblement le même âge. Et on retrouve un beau portrait de femme mature qui n'est pas écrit finalement comme une femme mature. Tu pourrais très bien penser qu'elle a 30 ans, qu'elle en a. On se doute bien que c'est pas une petite oie blanche, mais néanmoins, elle n'est pas écrite comme une vieille peau qui est rangée des voitures, quoi. Et j'ai Non. trouvé ça très bien. Ah oui, bah, c'est agréable d'avoir de toute façon un portrait très réussi. Effectivement, Cavan a bien su capter ce personnage. Ce qu'on en devine vaguement dans la lumière des Jedi et puis simplement le milieu dans lequel elle évolue, donc chez les Nihil. Moi, dans ma tête, j'avais un visuel d'Anne Bonny, tu sais. C'est vraiment ça. Oui, oui. J'ai la liste des femmes pirates, t'inquiète. Ah ouais, je vis avec une femme pirate, donc quand j'ai dit à ma moitié, Pas non, tu besoin de sais, la liste. franchement, c'est Anne Bonny dans l'espace. Elle me fait, oh, tu me le vends bien, hein. Je pense qu'elle l'écoutera, l'audiodrama, tu vois. Ah. C'est vraiment Anne Bonny qui se fout sur la gueule avec Mary Bird et puis comment il s'appelle? Barbe Noire et compagnie. Enfin voilà, on est là-dedans, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment une femme pirate qui est dans la merde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, grâce à ces flashbacks, c'est-à-dire toutes les croisées des chemins où elle s'est retrouvée, où elle a fait des choix, qui sont souvent des choix pas très heureux,
Il y a des choses où elle n'a pas eu le choix, dit-elle, alors qu'on a toujours le choix. Mais voilà, tu as parlé de la notion de l'identité, c'est essentiel pour comprendre ce personnage. Et la notion du choix et des mauvais choix aussi, c'est essentiel pour comprendre ce personnage. Parce que le nombre de fois, tu as envie de la tarter où tu te dis, mais là, tu aurais pu là, tu aurais pu rectifier le tir et machin. Et merde, elle retombe dans ses vieux travers. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce personnage aussi. Tu te dis, bon, alors, ok, elle est sur un arc de rédemption, elle n'est pas sur un arc de rédemption. Elle croise des gens sur sa route qui vont pouvoir l'influencer d'un côté ou de l'autre. Ça peut basculer à tout moment. Donc, nous, bah, c'est notre cam aussi. Et tu as bien fait de parler d'anti-héroïne ou d'héroïne byronienne parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans la littérature. Il n'y en avait pas dans Star Wars, pas vraiment. Et donc, du coup, notre Anne Bonny de l'espace, bah, c'est vraiment fascinant de voir son parcours, quoi. Aussi bien quand tu es avec elle dans le présent et dans la merde, que tous les flashbacks qui sont bah, postés à bon escient hein, dans l'histoire, où elle est dans la merde aussi, quoi. C'est vraiment un portrait de femme passionnant. Et puis, c'est pas anodin d'avoir fait une Twi'lek aussi, parce que ça compte à un moment donné, le fait que ce soit une Twi'lek. Ah bah ça, oui, ça aussi, on va pouvoir en parler. Mais tu vois, vraiment, c'est à la croisée des sentiers. Le terme sentier est important en plus pour Pour les Nils. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est tous les chemins qu'elle avait avant et tous les chemins qui peuvent encore s'ouvrir devant elle. Et quel sentier est-ce qu'elle va emprunter finalement? C'est the path not taken, quoi, la route qu'elle n'a pas prise, la route qu'elle pourrait prendre, les détours qu'elle a fait. Voilà, c'est vraiment ce qui se passe. C'est un peu comme si elle était dans un labyrinthe et à regarder autour d'elle. Alors attends, hein. Ou Alice, tu vois, c'est un peu une Alice, mais pas au pays des merveilles, quoi. Bah, pas trop, non. Au pays des horreurs, c'est plus. Bah, c'est une Alice pirate, oui, effectivement, tu as la piraterie, voilà. Si t'aimes les pirates, si t'aimes Alien 2, si t'aimes les méchants, effectivement, ou les méchants compliqués, ou les méchantes compliquées, et les portraits de femmes intéressants, c'est clairement un joli exercice de style. Et c'est vrai que Cavan Scott écrit très bien les femmes. Oui, oui, oui. De ce que j'en ai vu là, ouais. C'est vraiment, vraiment hyper agréable. Parce que, comme tu l'as dit, il y a énormément de personnages féminins. Donc, ça, c'était appréciable. Euh, et voilà, les personnages masculins, il y en a des très, très bien aussi. Hein. On commence avec deux personnages masculins, d'ailleurs, dans les 12 minutes qui étaient en preview là, pour nous allécher sur SoundCloud, etc. Ça commence en mode western avec les codes musicaux sont très importants aussi. Le fond sonore est très important pour poser une ambiance. Tu as de l'ambiance western, ambiance film d'horreur claustro, ambiance dans la jungle avec des bestioles bizarres qui font des bruits bizarres et tout. Enfin, ce qui peut être un peu aliénant, mais c'est le but du jeu. Enfin, vraiment, ça. Et puis les bruitages que font les acteurs aussi, tous les cris, les borborigmes, les je bois de l'alcool, je tousse, enfin voilà, Je c'est ne suis vraiment des pas les comédiens. didascalies, hein. C'est vrai que pour répondre à cette question qui va peut-être être anticipée, parce qu'il y en a qui demandent, bon, le script a été publié en version anglaise récemment. Oui, Pour l'instant, il n'y a pas de date posée parce que c'est vraiment un gros pavé et pour l'instant, Pocket réfléchit vraiment à comment ils vont faire ça, s'ils peuvent faire ça. Je pense peut-être que ça dépendra aussi du succès que rencontrera. Est-ce que ce drama va rencontrer son public? Est-ce qu'il y aura de la demande? Tu vois, ça fait peut-être partie des questionnements autour. Apparemment, le script en anglais a l'air d'avoir plutôt de bonne réception et c'est vrai qu'on se rend compte du travail qu'il a fait en écriture, d'autant plus. C'est vrai qu'il y a des gens en plus qui aiment bien avoir, en plus d'avoir l'audio, de pouvoir suivre le script à côté, quoi, en fait. ouais, ouais. Il y a des ouvrages qui s'y prêtent. Ça me rappelle quand j'avais écouté l'audiobook des Liaisons dangereuses, où tu avais un acteur, une voix pour un personnage. Bah, j'avais les liaisons dangereuses, j'avais les lettres sous le nez, c'était du délice, quoi. Donc là, ça peut être un petit peu pareil parce que bah, déjà, tu as le nom des personnages bien écrit parce que donc une fois que j'ai fini l'audiodrama, je suis allée sur Wikipédia. Il y a plein de noms, je les ai pas écrits comme ça. Hein. Je tiens à le dire. J'aurais dit que maintenant, c'était pas plus mal que tu les découvres justement Ouais, comme c'était rigolo. Tiens, ça s'écrit comme ça. Ah, c'est rigolo. du coup, tu étais Surtout. vraiment à la place de l'auditeur ou de l'auditrice qui découvre le Mhm. script chez Lydie, quoi, en fait. Exactement, exactement. Donc, il y a des termes qui ont été conservés en anglais, le nom des vaisseaux.
le nom de certains produits, le nom des planètes, certains noms de personnages qui sont prononcés à l'anglaise, finalement. Mm. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul à l'audiodrama, donc c'était vraiment chouette. Là, c'est vrai que la convention, maintenant, c'est pratiquement de plus changer les noms Mm. des vaisseaux. Alors, ça pose problème, par exemple, sur un vaisseau. Il y avait cette Mhm. question-là, puis tu peux pas faire une note dédiée de traducteur. Oh C'est non, un audiodrama. ça tomberait en plein milieu de l'audiodrama, ça te Note du sortirait du film. traducteur. Non, qu'est-ce que ça vient foutre là? J'étais en pleine baston. Bah, ça s'est posé pour un des vaisseaux qui est récupéré à un moment qui s'appelle la dent pointue. Et il fallait l'expliquer à un autre moment parce que non, tu peux pas le traduire la dent pointue parce que tous les autres sont pas traduits. Donc du Ouais. coup, tu restes avec Two Spike et très bien, mais sauf qu'il y a un jeu de mots après et comment tu t'en sors quoi. Donc c'est comment Il tu y a eu fais. des moments, j'ai eu une pensée émue pour la traductrice. Je me dis, elle a peut-être jardiné sur ce truc-là. Même sans connaître les termes anglais, tu dis, ça a dû être chaud là. Ah, il y a des fois, oui. Il y a des fois, oui, mais après, il y a un travail collégial aussi, sur tu discutes sur certains termes où il y a des choses qui sont changées derrière, mais ouais, bon, c'est vrai que respecter les intentions de l'auteur et faire en sorte que ce soit lisible ou audible pour des francophones, c'est pas toujours, enfin, c'est le boulot, quoi. Bon, Ouais, c'est fermons la clair. parenthèse. Connais bien ta patte. À un certain moment, comme je t'avais dit, il y a des expressions qui reviennent. Ça, c'est du clair tout craché, mais ça fonctionne très bien. Donc, parce qu'encore une fois, c'est vivant. On a affaire à des gens qui parlent pas comme au Sénat. Ah, bah, c'est des Donc, c'est vraiment, on a quand même affaire à la lie de la galaxie, hein. On est dans le milieu underground et tout. Donc, les seuls qui sont insupportables à écouter, et c'est logique, c'est les Jedi. Oh, punaise. Heureusement, ils sont pas très présents, ça va, c'est pas. Sinon, ça aurait été vraiment, vraiment chiant. À part Burrata, je l'aime bien. Ah bah voilà, Alors, alors moi c'est mon mineur là, tu vois, c'est effectivement, il sonne pas comme Chewbacca, Buryaga, c'est vrai qu'il a ses fans, le Wookiee Jedi, et il est choupi comme tout, hein, c'est un personnage qui est très aimé actuellement dans le fandom, mais alors il, il a une voix, c'est un petit chaton, hein. c'est vraiment le petit chiot. En plus, il est tout choupi. Le personnage est choupi. C'est pas, on l'imagine pas comme, comme Chewbacca en train d'arracher les bras s'il perd, s'il perd au sabbat ou quoi. Ah non, il sonne love, hein, au contraire, il est comme il a une hyper empathie. En fait, il ressent Ouais, vraiment trop les choses et donc du coup, il faut pas faire du mal. Non, non, il est vraiment choupi. Mais alors, du coup, c'était rigolo de l'entendre. Parce que finalement, c'est quasiment le seul qui parle en langage alien que C'était le tu plus comprends. facile à traduire. Non, mais ça, C'est pas le plus facile à interpréter. je voulais le replacer aussi. Ça aussi, c'est très important parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est chouette avec un audiodrama et qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. C'est que c'est la première fois qu'on a un personnage principal qui est non humain. Mhm. Humanoïde, certes, On peut mais s'identifier parce qu'elle est humanoïde, mais c'est pas un humain, c'est vrai. effectivement. Et c'est vrai que aussi une facilité qu'il a pu avoir là, forcément, parce qu'à caster, c'est plus simple, hein. C'est comme quand tu fais un dessin animé ou un roman ou un machin, tu peux faire ce que tu veux. Il y a vachement d'espèces différentes dans Mhm. le même environnement. Et on va pouvoir comparer avec, mais peut-être dans la partie spoiler, avec certaines séries actuelles qui peuvent sortir où tu as l'impression que la galaxie s'est fait un petit peu dépeuplée sur le plan de la représentation des espèces. Et là, par contre, il n'y a aucune contrainte. Alors après, si jamais un jour il l'adapte, ça va être compliqué. Mais là, tu peux faire ce que tu veux. Donc c'est vrai qu'on a vraiment plein de mélanges d'espèces et plein de choses audacieuses qu'on n'a jamais d'habitude. Et je pense que c'est On vraiment la irait première. sur tic, 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 Wikipédia ou Google Images pour savoir à quoi ressemble qui, tu vois. Même dans Star Wars Rebels, où oui, tu avais une Twi'lek qui pilotait, etc., et qui était importante, et tu avais le grand tigre géant, là, j'ai oublié sa variété, là, et ben, c'était pas nécessairement les personnages principaux, c'était pas eux leur entrée là-dedans. Et il y avait Mhm. suffisamment d'humains autour pour que, on va dire, ça passe, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est presque une spécificité à cet audiodrama aussi, ce qui est chouette aussi, d'avoir un Mhm. personnage non humain. Et puis ça annonce la série Ahsoka, puisque là, du coup, on sera non plus avec une Twi'lek, mais avec une Togruta. Ah bah, on va savoir ce qu'ils vont faire, parce que si ça se termine comme livre de Boba Fett, ce se trouve, ce sera.
Est-ce que vous avez prévu d'avoir une Ahsoka dans votre série sur Ahsoka? Si c'est Filoni, je pense qu'il aura prévu de mettre de la soca dans la soca, parce que même quand il n'y a pas de la Jusqu'à soca, ce que... il met de la soca, lui, tu vois. C'est Ahsoka Dance à toutes les sauces, lui. Il Hein. va nous gaver avec Ahsoka. Voilà. Bon, bref, Est-ce qu'on peut mettre une Ahsoka là-dedans? écoutez-le, c'est vraiment bien. Et je dis pas juste ça parce que la copine, elle l'a traduit, c'est que c'est Je dis vraiment, pas vraiment juste sympa ça aussi. parce que je l'ai traduit non plus. Non, non, mais c'est vrai que du coup, ouais, il est vraiment, vraiment sympa. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le. Et vraiment, plus tu avances dans l'histoire, et il est vraiment bien mené. Ouais. Il a vraiment superbement écrit et ça avance bien et tout est en payoff. C'est-à-dire que tout ce qui t'annonce, là, t'es pas déçu en termes d'écriture, quoi. Oui, il n'y a pas des bouts d'intrigue qui se promènent, etc. Chaque chose qui plante dans le décor aura une résolution ou aura Mm. son utilité plus tard dans l'histoire. Donc, c'est bien ficelé. C'est vraiment bien ficelé. C'est Et bien je tiens à mené de dire que je bout en suis bout. objective aussi là-dessus. C'est vrai que comme j'ai rencontré l'auteur, je comprends maintenant Alexandre quand il expliquait que c'est compliqué pour lui quand il est ami avec des... Alors, j'ai pas le même degré de qualité de relationnel avec Cavan Scott que Alexandre peut avoir avec certains réalisateurs, mais qui expliquait que quand il doit écrire des critiques sur des réalisateurs qui sont des amis, c'est toujours embêtant pour lui parce que il reste honnête dans sa critique. Et c'est un vrai problème quand t'as pas aimé le film, quoi. Parce que c'est un copain, t'as pas envie de dire un truc pas sympa. Mais bon, si tu le fais de manière construite, intelligente, et que la personne à côté, elle est intelligente aussi, a priori, elle peut l'entendre. Puis au moins, elle peut entendre que quand tu vas lui faire un compliment, au moins, c'est pas hypocrite. Et c'est vrai que mon opinion sur l'écriture de Cavan Scott précédait la rencontre avec Cavan, parce que je te l'avais dit tout de suite, quoi, en disant, ah, c'est vachement Ouais. première fois que je lisais du Cavan Scott finalement, et donc j'étais pas du tout familière avec son univers et sa manière d'écrire, et il m'a vraiment agréablement surpris. En dehors de ça, c'est vrai que, et j'en reprofite pour remercier Lucie de toute l'expérience et d'avoir pu traduire, mais aussi qu'elle m'ait permis de rencontrer l'auteur au moment du QC, parce que c'est vrai que c'était assez chouette. Et bon, des fois, tu peux tomber sur des gens qui sont pas aussi sympathiques dans la vie qu'ils peuvent le paraître, ou il y a des gens qui ont du talent, mais bon, ils sont pas forcément socialement très fréquentable. Et là, c'est vrai qu'en plus, humainement, c'est une très belle personne. Il est hyper intelligent, hyper cultivé et hyper approchable. Il est d'une gentillesse avec ses fans. J'ai pu le voir discuter. On le revoyait sur Célébration parce qu'il est très présent sur les réseaux sociaux. Il a toujours un mot gentil pour tout le monde. Et c'est vraiment quelqu'un de bien, quoi. Donc, non, c'est agréable quand tu travailles dans des conditions pareilles, quoi. Bon, Cavan, quand tu veux, tu nous prends un nouvel audiodrama. Bah, écoute, vraiment, il faut espérer que les fans français vont apprécier parce que là, ils étaient entre de bonnes mains, quoi. Mm. Oui, non, c'est clair. Moi, c'est la première fois que j'en entends un. J'ai plus l'habitude des audiobooks où tu as un narrateur slash comédien qui fait toutes les voix et il y en a qui font ça vraiment super bien. Mais un audiodrama, on n'a pas eu la culture Orson Welles quand tout le monde, avec la guerre des mondes, etc., quand il a fait flipper tout le monde. Voilà, c'est comme tu l'as rappelé, c'est pas trop notre culture en France, quoi. Donc, c'est vraiment un super produit et ça s'inscrit dans le monde de Star Wars. C'est juste que c'est ce que je voudrais voir plus souvent dans Star Wars, c'est-à-dire la lead, la galaxie, des personnages à la moralité douteuse, complexe. Enfin, voilà, quoi. Donc, là-dessus, j'ai été servie, quoi. J'ai été gâtée même. C'était chouette. Mm, mm. Et même si au début, ben oui, il faut le temps que ça s'engage avec. Mais comme tu l'as dit, je pense que le fait que ça se passe dans le bar et qu'il y ait ces allers-retours entre cette histoire de deux types louches en train de discuter dans un bar euh, permet de faire passer le côté probité l'un blanc des Jedi. Bon, il y en a comme ça, hein, et puis peut-être quelques batailles spatiales. Alors voilà, il y a ça qui est posé d'entrée de jeu. Donc oui, c'est bien du Star Wars, t'as bien des sabres laser, wouch wouch, t'as bien des vaisseaux Piou, qui piou, 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 voilà, piou, 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 piou. piou, piou, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'humour aussi, il faut que je le place aussi, notamment sur la question des points de vue, ce qui est très chouette. Ça aussi, on peut le mettre dans la partie non spoiler, c'est-à-dire des moments où les personnages racontent leur histoire. Alors, soit les points de vue sont déformés parce qu'évidemment, ils racontent
d'une manière qui est plus avantageuse pour eux, mais il y a aussi des fois où ils sont limités dans leur compréhension des événements. Et donc, toi, tu as la confrontation entre ce que le personnage vient de dire et ce qui se passe vraiment, que tu entends juste derrière, et tu te dis, il est complètement con, il dit que de la merde. Il n'a rien compris, bonnement et hontément, soit vraiment, il n'a pas compris ce qui se passait, parce que des fois, t'as vraiment pas de raccord quoi, entre la manière dont c'est perçu et la manière dont ça se passe. Mais la question des points de vue est hyper importante, justement par rapport également à Lournadi, parce que t'as les personnages, beaucoup de personnages parlent d'elle, ont une vision d'elle, l'aperçoivent d'une certaine manière. Et ça aussi, ça peut aller avec une grande tradition de personnages féminins dans Star Wars, que ce soit Rey, que personne ne connaît, ne comprend, ou Leia, comme on disait récemment, que personne ne comprend véritablement ou ne connaît les différentes implications de sa vie. Lourna, bah, tout le monde au début parle d'elle, a un avis sur elle et régulièrement a une idée de ce qu'elle devrait devenir ou de qui elle devrait être, etc. Et voilà, et dans quelle mesure ça l'influence pas, et ça reflète la réalité de qui elle est et de qui elle peut devenir, parce que les êtres humains, et ça, ou non humains, hein, c'est pas n'importe qui, en tout cas, quelqu'un de bien écrit, et c'est ça aussi qui est chouette, complexe, peut changer, et c'est pas monolithique dans sa manière d'être. Et ce qui est bien, c'est que tous les personnages qu'on voit ici, qu'on va voir, ne sont pas monolithiques. Ils ont tous à leur manière, ils évoluent au sein de l'histoire. Et ça, c'est hyper appréciable. C'est pas gravé dans la pierre, que ce soit géode ou pas d'ailleurs. Même un caillou n'est pas gravé dans la pierre. C'est-à-dire qu'ils vraiment, ils évoluent en fonction de leur environnement. Et ça, c'est chouette. Oui, ça, c'est vraiment appréciable. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a une forme de teasing. Finalement, elle apparaît pas tout de suite dans l'audiodrama. C'est des gens qui parlent d'elle. Et ensuite, on la voit. On la voit à la fin de la première partie. Je crois qu'elle apparaît dans les 8, il me semble, déjà dans les flashbacks. Ouais, dans quelques flashbacks. Elle entre sur le pont de Lournadi, voilà. de son vaisseau, le Lournadi, hein, en toute simplicité et humilité. Elle a appelé sa tempête et son vaisseau le Lournadi, quoi. Et puis c'est vrai que c'est intéressant de voir comment les gens l'aperçoivent, ce que les gens projettent sur elle. Est-ce qu'elle va adhérer à ça, ou est-ce qu'au contraire, elle va le rejeter parce qu'elle ne veut pas qu'on lui dise quoi faire, qui elle est, etc. Ça fait partie des choix qu'elle fait, heureux ou malheureux. Quand je mentionnais les rencontres qu'elle fait qui vont avoir une influence sur elle ou pas, ou une bonne influence, mauvaise influence, etc. Bah voilà, tout ça, ça participe à la complexité du personnage, et elle n'a pas une évolution linéaire, comme tu l'as dit, c'est pas un monolithe. Des fois, il y a des rechutes, des fois, il y a des fulgurances, voilà, et puis, bah, comme n'importe qui, en fait. Donc, c'est en ça aussi qu'elle est complexe, qu'elle est bien écrite. Des fois, tu as envie de lui dire, mais putain, mais Lourna, mais non, quoi, mais non, mais t'es con, quoi. Et puis, des fois, tu dis, bien joué sur ce coup-là, bien vu. Donc, on s'attache à elle. Elle ne se rend pas attachante, elle ne veut pas être attachante, mais on s'attache à elle en tant qu'auditeur. Et il y a certains personnages qui s'attachent à elle. Énormément. Malgré elle. Malgré elle. Parce que tu pourrais penser qu'elle a tout pour repousser. Là, on va vous mettre le visuel. C'est vrai qu'elle n'a pas été gâtée. Enfin, c'est censé être une belle femme, mais elle ne s'est pas arrangée, justement. Elle fait un choix à un moment orthodontiste particulier, quand même, mais aussi intéressant dans son parcours. Pour revenir sur la question du vaisseau, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'interview de Cavan, c'était le point de départ, en fait, aussi de l'audiodrama, c'est-à-dire, justement, pourquoi son vaisseau s'appelle le Lournadi, puisque quand Charles Soule a balancé le personnage, etc., il n'avait pas forcément, enfin, il n'avait pas pensé à tout ça, enfin, il a balancé les trucs, et puis c'est après, chacun s'est un peu dépoté, comme dans la mesure où il se passe le relais en permanence entre les auteurs, chacun ajoute un peu sa petite géode, sa petite pierre, et donc ils font ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent avec de manière assez intelligente. Et là, oui, c'était, bah alors, pourquoi son vaisseau s'appelle le Lournadi? C'est vraiment le point de départ de l'interrogation, et c'est vrai que le vaisseau qui a servi de ça, bah, tu le retrouves à plusieurs moments. Et comme Lourna d'ailleurs,
il est protéiforme, c'est-à-dire il peut avoir plusieurs en fait identités et il va pas forcément avoir toujours la même tête ce vaisseau. Il y a plusieurs vaisseaux, comme il y a plusieurs identités. Donc c'est intéressant pour ça aussi. Il y a la notion de masque aussi qui est liée directement à la notion d'identité de Lourna. Ça vient dans l'audiodrama, le fait qu'elle porte des masques différents, hein, des fois au sens littéral, des fois au sens figuré. Et c'est tellement Star Wars, les masques, que voilà, là, elle est en plein dedans, en fait, cette question de masque, d'identité. Et qui est cette Twi'lek? Qui est-elle? Est-ce qu'elle le sait vraiment? Est-ce que les autres le savent? Ou ils ont seulement accès à ce qu'elle veut bien leur montrer? Ça, non, c'est Et est-ce vraiment que nous, on le sait fascinant. à la fin? Oui, est-ce qu'on le sait à la fin de l'audiodrama ou pas? Ou est-ce qu'on va continuer à deviner? Est-ce que c'est intéressant? Il y a de la prospection Intéressant. à faire là-dessus, ouais. Ouais. On passe en spoil? En spoil? Ouais. Allez, on y va. On va lâcher les chiens. Bon, ça Elle couche! couche. On s'est retrouvés là-dessus. C'est comme ça que je te l'avais dit quand j'étais en train de... Mais il y a de la sexualité dans Star Wars. Et oui. Alors malheureusement, elle couche pas avec les bonnes personnes. Comme beaucoup de gens, hein. Oui, c'est vrai. Et pauvre Bichette, c'est un peu ce qui va la lancer sur son chemin de merde, hein, sa vie de merde. C'est qu'elle a fait confiance à la mauvaise personne et elle a couché avec la mauvaise personne. Il y a les hommes et les femmes de la vie de Lourna, c'est compliqué, effectivement. Et ouais. Bah oui, bah, elle est tombée. Alors, c'est vrai qu'on se refait le parcours. Kavan disait que l'idée, c'était de faire une anti-princesse Leia. Ouais, elle a pas mal de points communs avec Leia, d'une part. Moi, je dirais qu'elle a surtout beaucoup de points communs avec Kylo, mais ça, on va en reparler aussi. Elle a également, je trouve que ce serait intéressant, mais j'avoue encore ne pas très bien connaître Avar Kriss, hein. Ça fait partie de nos devoirs de vacances cet été de lire sur elle. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire aussi entre les deux. Je trouve que déjà, même dans l'audiodrama, tu as beaucoup de parallèles entre Avar, donc c'est la belle dame blonde, lumineuse, blanche, Jedi, machin, etc. Et à côté, Lournadi, ce serait vraiment l'antithèse. Mais en fait, toutes les deux, tout le monde projette beaucoup de choses sur elle. Ouais. C'est pareil, tout le monde a des visions de Avar, elle est comme ci, elle est comme ça, c'est une héroïne. Et ben Lourna, c'est dans le même genre exactement. En fait, elles se font écho, hein, et elles aussi, elles ont des rencontres compliquées ou des choses comme ça. Donc, il y aura sûrement des parallèles. Ce ne sera pas le lieu ici, à mon avis, parce que Avar, on la voit un peu, mais clairement, même dans l'audiodrama, je trouve qu'il y a des choses qui sont. Lourna, sa vie, son œuvre. Alors, tu veux te lancer? Bah, ça démarrait mal. En fait, elle était fille de l'intendant d'Aalot, qui est une colonie de Rylot. On est chez les Twi'lek, évidemment. Et en fait, il y a des ressources vraiment intéressantes sur cette planète, cette lune. Et c'est quoi? C'est le... Glitter Steam. Ça, c'est de la. Et elle est en bisbille avec toute sa famille parce que elle est pour qu'on exploite cette ressource, cette drogue, etc. Son père et sa sœur aînée veulent absolument pas en entendre parler. Non, on est une colonie agricole, tatati, tatata. Et puis malheureusement, elle sort avec Bala, elle lui fait confiance et puis bah, il la trahit. Il fait massacrer toute sa famille pour devenir lui l'intendant d'Aalot. Et elle est vendue à des esclavagistes en partance pour, forcément, la Twi'lek, esclave sexuelle, voilà, en partance pour le cartel des Hutt. Donc, avec tout ce qu'on peut imaginer qui l'attend au tournant, Bibiche, voilà quoi. Et puis, ça se passe pas tout à fait comme ça parce qu'en fait, des Jedi interceptent le vaisseau des esclavagistes, la libèrent. Il y a un maître Jedi qui l'a à la bonne et qui lui dit non mais en fait tu peux faire ce que tu veux. Elle refuse de de donner son identité, Lournadi. Elle prend le nom de son frère, Aynon, et elle devient cadet dans l'armée de la République. Donc elle a une formation militaire, sauf qu'elle a un gros problème d'insubordination.
Elle me fait penser un peu à Han Solo aussi, hein, par bien des côtés. va fermer ta gueule, là. Ah non, ah non, 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 non. Non, mais Et aussi parce donc, qu'elle du est coup, victime de racisme. Et ça aussi, c'est oui. un point parce que tu reparles de l'esclavagisme, et ça aussi, ça fait partie des trucs dont on va voir qu'on discute aussi. Mhm. Ils sont faits intelligemment. Mais il y a des sujets vraiment durs, hein. C'est pas un audiodrama junior, hein. Voyez, Non. tellement, mais c'est adulte hein, comme contenu, hein. Il y a quelques gros mots que je te remercie d'avoir casé parce que bon bah encore une fois, c'est pas des académiciens, hein, nos loulous, hein. Encore que les Anne les académiciens avait aiment dire des casés, gros mots. hein. Je dirais, je n'ai pas imposé de gros mots dans Star Wars. Oui, non, ils étaient déjà dans le texte, mais c'est bien de les avoir restitués en français. Donc, on a des merdes, emmerdés, voilà, on a des gros mots, ça fait plaisir. Et donc, Bibiche, bah, à l'armée, ça se passe pas super bien. Elle finit par partir avec pertes et fracas. Et puis après, elle se retrouve à faire des combats clandestins dans un bar louche, sur une planète louche. Mais Et pas des puis, combats dans la boue en bikini. Elle, je non, fais non, ça. elle se fout sur la gueule avec des trucs plus gros qu'elle, mais elle est devenue vicieuse en fait. Voilà, c'est une survivante. Quoi qu'il arrive, elle va survivre. Et elle est prête à toutes les bassesses pour survivre parce que tous les moyens sont bons pour s'en sortir, quoi. Et au fond d'elle, elle a ce noyau de culpabilité d'avoir trahi sa famille. Et elle ne savait pas qu'ils allaient se faire assassiner. Mais le fait est que elle a fait confiance à ce mec, ah bah là, et puis bah, il l'a trahi, il a massacré toute sa famille, etc. Il l'a vendu. Enfin voilà, donc elle a ce noyau de colère et de culpabilité qui est hyper dur et bah, est-ce qu'elle arrivera à le faire craquer? Est-ce que quelqu'un arrivera à le craquer? C'est compliqué, quoi. Ça fait partie de tous les enjeux liés à son identité aussi. Mm. Donc, ouais, ouais. Et puis, ce que j'ai bien aimé avec les flashbacks, donc on en apprend plus sur elle, mais c'est que les flashbacks sont choisis de telle façon qu'ils correspondent au thème de la partie. Parce que ça, c'est un des trucs que j'ai apprécié aussi, c'est que chaque partie est associée à un titre qui commence par re. Donc, on a retraite, réminiscence, restitution, etc. Revanche, voilà. Et donc, toi, en tant que traductrice, il fallait que tu respectes ça. Et il y a des moments, ça a dû être un challenge, non, j'imagine. Il y en a un ou deux où j'étais pas. En plus, au début, j'ai vraiment dû vérifier ça parce que je sentais qu'il partait surtout au deuxième où je me suis dit, j'ai l'impression qu'il veut vraiment respecter le machin. Donc, j'ai dû revérifier pour le coup et j'ai dit, ah oui, oui, il a vraiment. Donc, c'était pour moi important de respecter ça, tu vois. Et alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que les flashbacks sur donc le passé de Lourna qui s'intercalent. En fait, il y a une alternance. Ils viennent se taper l'incruste dans le récit au présent. Et c'est toujours à bon escient pour éclairer ce qu'elle va dire juste après, en fait, pourquoi elle va réagir comme ça dans le présent. Bah, hop, tu as le flashback qui t'explique. Voilà. Donc, c'est un ping-pong permanent, c'est vachement bien fait. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus réussi, je dirais, que dans Throne Alliance, par exemple. Tu avais pareil deux temporalités avec les mêmes personnages. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Et encore une fois, même si on visualise rien, parce que c'est que tout de l'audio, t'es jamais dans la confusion de savoir dans quelle temporalité tu es, qui parle, quel éclairage on a sur Lourna, quel pseudonyme elle utilise à ce moment-là, parce que elle n'arrête pas de se réinventer, croit-elle, alors qu'en fait, elle a du mal à changer. Hein. Elle a du mal à se défaire de ses mauvaises habitudes. Et elle change de nom régulièrement. Donc, le cadet Heinen, Salcrost, c'est son nom dans le pénitencier. Et la prisonnière 42, j'ai marqué LOL. Donc, je pense qu'il a l'UH2G2 aussi, hein, notre ami Cavan Scott. C'est un Britannique après tout. Donc, il a forcément lu Douglas Adams, quoi. Mais ouais, c'est la prisonnière 42. Elle n'a pas Elle n'a rien forcément compris au toutes les sens de la réponses. vie, Oui, quoi. voilà, c'est ça. C'est ça, Elle n'a ironiquement, rien compris. elle n'a pas toutes les réponses non plus. Et puis à un moment, elle a aussi son matricule d'esclave, unité, je Mhm. sais quoi, machin, avec plein de numéros derrière. À part pour unité,
Et Prisonnière 42, où évidemment, elle n'a pas de choix sur les numéros. Les autres noms qu'elle choisit, ils ont un sens. Comme tu l'as dit, elle prend le nom de son frère, et puis à un autre moment, elle prend le nom. Alors, les plaines de Salles, c'est là où justement il y avait le Glitter Steam. Donc, c'est lié à sa planète, etc. Pourtant qu'elle rejette, mais ça reste, elle choisit des noms qui viennent de son histoire à chaque fois. Elle joue avec les noms, elle joue avec les masques, tu l'as dit. Donc, il y a, bon, les Nils portent des masques pour des raisons pratiques qui sont masques à gaz parce qu'ils balancent des gaz pour envahir pour aller passer à l'abordage des vaisseaux. Donc, pour les tuer, voilà. Donc, tu tues les occupants, c'est plus rapide. Donc, du coup, il y a une raison à porter un masque. Mais c'est vrai qu'elle en porte plusieurs, dont un masque de Mandalorien. À un moment donné, elle est Et ce qui habillée en fait qu'elle mandalorienne. joue sur plusieurs codes, tu as des questions d'identité entre homme-femme. Donc, il y a des fois, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Bon, quand elle arrive en Mandalorien, tu vois, ben, tu pourrais penser que c'est un homme, mais bon, on entend bien que c'est une voix de femme. Mais il y a aussi des fois où elle utilise des modulateurs, donc elle change sa voix. Donc, elle joue avec différents types d'espèces parce que quand elle est en Mandalorienne, il y a un moment, tu as des espèces de pecnos dans le bar qui sont là. Ah, on mise sur le Mandalorien. Elle dit, mais c'est pas un Mandalorien, t'as vu les couilles, il dépasse et tout. Et les coups qui dépassent. C'est pas la voix, c'est pas un Mandalorien, je te dis. Bon. Et donc, mais quand même, elle essaye ça, se faire limer les dents, parce que c'est le gros truc orthodontiste. À un moment, il y a cette scène. Ah oui, c'est la séance de l'angoisse. Oh là là. Avec le bruit de la fraiseuse et tout. C'est ça, par un Android, donc elle prend relativement pas de risque, mais néanmoins, elle se fait limer les dents. Et ça, c'est un truc que font les hommes dans sa culture, pas les femmes. Donc déjà, c'est pareil, il y a une fluidité. Elle essaye différentes identités. Quand elle s'appelle Inon, c'est le nom de son frère, donc elle essaye une identité masculine. Quand on la voit au début, c'est un peu, enfin au début. En flashback, si on revient sur ses premières années, donc elle est, je sais pas, elle a peut-être 18 ans, un truc comme ça. C'est un peu Sissi impératrice dans le sens où c'est une princesse, même si elle n'est pas d'une famille royale, mais néanmoins, c'est une famille dirigeante. Et elle est en train de cavaler dans les plaines, libre, machin. Enfin, c'est vraiment ta princesse Disney que tu vois aujourd'hui. Sur son blurg. Elle refuse les responsabilités, tandis que sa sœur est extrêmement sérieuse. Et je me trouve, tu as quand même des responsabilités en tant que fille du dirigeant d'Alaf. Et la planète, la colonie, elle est mal barrée, en fait, parce que ils ont rien à bouffer. Et donc, tu as des insurrections. Alors là, c'est le moment où ça part en révolution française, plutôt révolution russe. Parce que à ce moment-là, notre Lourna, c'est Anastasia, quoi, quasiment. C'est-à-dire que cette scène où toute sa famille se retrouve emmenée pour les protéger dans une salle, ce qui est normalement, effectivement, ils sont censés être dans une salle qui peut pas être prise. Sauf que, comme elle avait arrangé avant avec Bala, il lui a dit, mais non, on va faire de toi la nouvelle intendante, tu vas voir, ça va bien se passer, on va bien protéger ta famille. Donc, elle ouvre la porte, fait entrer le loup dans la bergerie. Et là, c'est là que ça devient du Romanov parce que la famille est dedans et ils se font fusiller. Et Yekaterinbourg, c'est parti. voilà, exactement. Et bon, aucune des pauvrettes ne s'en est sortie malgré les histoires qu'il y a pu y avoir autour d'Anastasia. Ah non, tout le monde est mort hein, ce jour-là. Passé là-dedans. Mais imaginons que Anastasia s'en serait sortie ou une des Romanov et soit devenue une pirate badass prête à aller s'en prendre à la racaille communiste, si tu veux. Ce serait ça, ou à la personne qui l'aurait trahi si il y avait eu une histoire, je ne sais quoi. Enfin bon, tu pourrais partir là-dessus. Et oui, après, déjà, faut qu'elle s'en remette, elle va essayer de se venger de ça. C'est un peu le paradoxe de ce personnage, c'est-à-dire qu'elle peut être vraiment cruelle, vraiment sans scrupules, hyper violente. Ah oui. Dans son rapport aux autres, et pas uniquement les gens qui sont dans sa tempête, parce que, par exemple, Tasia, le diable de Tasmanie, moi, j'avais un visuel. Je sais que c'est une créature poilue. En plus, l'actrice, elle n'aurait pas de faire des graou-graou et tout. Une créature féline avec un accent russe. Mais honnêtement, moi, j'avais un visuel de Taz. Je m'attendais à ce qu'elle déboule dans la prison ou dans le cockpit. Tu vois. C'était terrible. Ah non, c'est une Catwoman, alors c'est pas du tout. Ah en plus, pour moi, c'était Taz.
Tu sens que voilà, elle n'est pas contre les relations filles-filles. Hein. Oui, il y a une blague à un moment donné, j'ai noté, quand même, je l'ai relevé. Avec la Une couchette. allusion au sexe lesbien, une fois qu'elles sont dans la prison, sur Restitution, elles sont dans la même chambre et t'as Lourna qui dit à Taz, bon alors, dessus ou dessous? L'autre, elle fait, ah, comment ça? La couchette, tu prends celle du dessus ou celle du dessous? Et je me suis bien marrée. C'est la seule allusion à des trucs sexuels qui pourraient se passer dans la prison. Parce que par ailleurs, dans la prison, il y a des émeutes, il y a des règlements de compte. Les nanas, c'est des garces entre elles, hein. Évidemment. Il n'y a pas de raison, hein. Ce n'est pas l'apanage des hommes. Bon, elle est équipée pour survivre, même si elle se fait bastonner et qu'elle atterrit régulièrement à l'infirmerie et tout. Elle n'a pas finalement besoin tant que ça que Cestine, l'autre Twi'lek, lui explique comment ça marche. Et bon, l'autre, ça fait genre 13 ou 14 ans qu'elle est en tôle. Elle sort bientôt pour retrouver ses fils. Et elle connaît les combines par cœur. Et elle a pris un peu Lourna sous son aile parce que c'est la seule autre Twi'lek dans son bloc, en fait, de détention. Et puis, il y a une vraie amitié qui se tisse entre les deux femmes, en fait. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que vraiment, Lourna, elle n'est pas complètement imperméable à la bonté. Il y a aussi le conseiller Wittig qui dirige la prison, qui se prend d'amitié pour elle parce qu'il sent qu'elle elle vaut mieux que ça, qu'elle a un potentiel pour le bien, etc. Et là aussi, Est-ce qu'elle il y a va... des allusions sexuelles. Oui, parce que tout le monde croit, du coup, elle est devenue sa poule pour obtenir des cigarettes en chocolat ou je sais pas quoi. Ça. Toutes les nanas louchent dessus parce qu'apparemment, c'est un beau gosse. C'est pas à qui il ressemble ou machin, mais les nanas sont pas... Oh, je serais pas contre en faire un petit tour. Après, il n'y a pas tellement d'autres mecs sur le pénitencier. En tout cas, on n'en voit quasiment pas d'autres. Il y a la capitaine Fry. Moi, j'ai pensé à Jason Fry. Je me suis demandé si c'était pas un clin d'œil à Jason Fry au passage. Ouais, bah Alors, alors, du coup, je sais pas comment il devrait sympa. le prendre parce qu'elle finit mal. Elle finit bien. Elle finit bien, mais elle est mal pendant un peu. Elle finit bien dans le sens où elle fait un choix. Oui, elle a un bel arc, Moral, mais voilà, exactement. Mais elle a pas une mort. Elle meurt pas dans son sommeil de vieillesse, quoi. C'est ça. Star Wars, alors à part Yoda, qui c'est qui meurt dans son sommeil, franchement, enfin. C'est le seul mâle organique, parce que tu as énormément de droïdes qui montent la garde, qui font la bouffe, qui sont... Tu as peut-être un Toubib organique. Il y a des gardiens hommes aussi, mais... Ouais. Mais donc, du coup, toutes celles qui n'ont pas envie de virer leur cutie, bah, elles n'ont pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Il n'est même pas beau. Elle le trouve peut-être beau par défaut parce qu'il n'y a rien du tout. Effectivement. Et comme il la prend sous son aile, effectivement, toutes les autres pensent que qu'il couche, quoi. Et même elle, à un moment, elle a le doute. Elle dit, mais en fait, vous êtes gentil avec moi parce que il y a un moment, il y a la promotion. Ça y en nature. Dès que finalement ils sont tous les deux avec la porte fermée, tu vois. Du coup, après, ils ne ferment plus la porte. Oui, non, mais il y a vraiment une relation de confiance plutôt mentor à apprenti, entre guillemets, qui se noue parce que lui, il sent le potentiel de Lourna. Il sent que c'est une leader née, en fait. Parce qu'à plusieurs reprises dans l'histoire, que ce soit avec sa tempête ou dans la prison, etc., quand elle a constitué finalement sa nouvelle tempête avec les prisonnières, elle dit « Est-ce que vous êtes avec moi ?» Tu vois, c'est un peu qui même me suivent à la Jeanne d'Arc. Et tu sens elle peut fédérer, en fait, qu'elle a cette qualité de leadership, qu'elle le veuille ou non, et qu'elle passe pas inaperçue. Alors, elle a modelé son apparence, limé ses dents, etc., pour ne pas passer inaperçue. Mais quand elle aimerait bien raser les murs, passer inaperçue, de toute façon, elle ne peut pas. C'est un peu comme un puits gravitationnel, cette nana. Elle attire les autres, qu'elle le veuille ou non. Les méchants qui veulent soit la buter, soit adhérer, la suivre. Et aussi la baiser, il y en a aussi. Et la baiser, oui, bien sûr. Et puis, les gentils qui veulent la racheter, en fait. Alors, le Jedi, il n'a pas eu de bol parce qu'elle finit par se barrer de l'académie, où il y avait quand même un de ses supérieurs qui croyait en elle, qui l'a couverte à de nombreuses reprises. Elle a fini par lui cramer la gueule avec le réacteur du vaisseau quand elle s'est barrée. Il y a Wittig qui a cru en elle et il croyait tellement en elle qu'elle a fini par croire en elle. Et puis, patatras, ces vieux démons la rattrapent à la fin et
Et elle rebascule, elle rechute, Il y avait une quoi. Il y Mon a Calamari Cestine, aussi. Il y a une Mon Calamari au début, oui, celle qui envoie celle son... qui l'interroge sur le flambeau stellaire, à qui elle donne pas sa véritable identité, effectivement, et elle lui dit, mais vous êtes un interrogateur ou assistante sociale, qu'est-ce que ça peut vous foutre que je vaille mieux que ça et machin, et que je foute ma vie en l'air. Et là, mon calamari, elle est à la bonne, en fait, bizarrement. Et puis il y a Cestine qui vraiment la prend sous son aile et pour qui elle va prendre des risques en fait, parce qu'à un moment donné, donc Ola Est, qui est un peu ouais, la big boss, la bitch en chef de leur bloc de détention, elle veut obliger Cestine à buter Tasia qui est dans le coma. Miaou, c'est pas... Ah, ou grand. Oui, oui, mais c'est le visuel que j'avais, hein, une bête à poil qui s'appelle Taz. Pour moi, c'est Taz, voilà. Et, et donc, du coup, bah, et Lourna lui dit, non, mais en fait, tu vas bientôt sortir, Cestine, il faut que tu retrouves tes fils. Donc, c'est elle qui bute Tazia et qui prend le blâme, en fait, pour ça. Donc, elle est pas exempte de qualité humaine et de se laisser toucher par la gentillesse et la loyauté des autres. Mais elle a toujours ces vieux démons qui la talonnent et elle finira par replonger à la fin, reconstituer une tempête et revenir en force chez les Nils pour refoutre sa merde. Parce que les Nils, ça se trahit, hein, c'est des pirates encore une fois, hein, donc ils vont faire des alliances, ils vont renverser l'œil du cyclone, le boss. C'est marrant d'ailleurs de voir que les Jedi et la République, tout le monde croit que c'est elle le boss. Pas encore, pas encore. Elle y travaille. Je pense qu'elle aurait rien contre le fait de devenir l'œil du cyclone, mais Bah, en fait, c'est moins un... Parce qu'on a parlé de parcours de rédemption, mais c'est moins un parcours de rédemption qu'un parcours d'émancipation, en fait. Et tu parlais des qualités de leadership, et c'est vrai que c'est un des fils rouges aussi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où il y a des leaderships qui sont manqués, et il y a des moments où il y a des leaderships qui sont réussis. Tu les vois se répéter. Donc, quand Bala lui dit tu vas devenir la nouvelle chef, c'était un exemple de elle aurait pu devenir la nouvelle et peut-être qu'elle aurait fait du bon boulot même si elle engageait la colonie sur un trafic d'épices. Encore que je suis pas sûre que l'économie ce soit vraiment son domaine si tu veux, mais c'est vrai que c'est une leaduse, donc peut-être qu'elle aurait embauché les bonnes personnes parce que je pense qu'elle a une qualité pour caster les gens autour d'elle si tu veux, Mhm. pour en tout cas choisir les personnes qui l'accompagnent. Donc à la limite oui, elle aurait peut-être choisi les bonnes personnes pour l'aider à mener sa barque là-dessus. Donc ça a été raté. Après, dans l'enclos zigérien, là, donc chez les esclavagistes, elle pourrait aussi prendre le lead parce qu'en fait, ils sont tous évidemment tétanisés, ce qui est logique, à attendre que ça se passe, quoi. Et elle fout la merde là-dedans. Bon. Après, dans l'académie, c'est raté en leadership. Et en plus, elle a un grand moment de lâcheté dans l'enclos nigérien, dont on va reparler après. Enfin, survivante, hein, comme on a dit. Mais Ah oui, c'est Survivor. il y Ouais, a ouais. plusieurs moments où elle fait des trucs franchement dégueulasses. Elle te pousserait sous un C'est bus. une connasse, hein, oui, oui. Alors, elle le fait plusieurs fois à plusieurs personnes qui n'ont rien vu venir et qui n'étaient pas forcément des... Parce que Des quand mauvaises elle personnes. balance une cerveau-clé dans la gueule du connard de service dans l'académie, tu vois, l'espèce de gros... le- La lentine, Bayantine, moi je l'appelais. brillantine, si tu veux. Enfin, Brillantine. qui est raciste, qui est misogyne, qui a vraiment le gros Il a bout rien pour lui, le il mec, a hein, rien ouais, pour ouais. lui. Bon, là, tu lui dis bravo, vas-y. Enfin, t'es content qu'elle l'ait fait, quoi, si tu veux. Là, tu l'encourages. Mais il y a des fois, donc dans l'enclos nigérien, la personne qui est sympa avec elle, avec qui elle discute et que elle l'utilise pour ne pas se faire tirer dessus. Elle Elle se sert de bouclier, d'un se sert de bouclier humain, bouclier ouais. humain. Et quand elle raconte son histoire, elle dit oh, c'est sacrifié pour moi. C'est pas ça qui s'est passé. Tu dis de la merde. Mais parce qu'elle gère la culpabilité. Elle sait bien qu'elle a fait une crasse. C'est aussi ça qui fait que elle se sent extrêmement redevable vis-à-vis de Cestine. C'est aussi parce qu'à un moment, elle lui dit, tu me rappelles cette personne dans l'enclos. Ah, ah. Donc il y a Ouais. ça aussi. Et comme elle avait la culpabilité avec sa famille, évidemment c'est trop tard, elle peut plus sauver sa famille. Par contre, elle peut sauver cette personne qui lui rappelle cette autre personne qu'elle n'a pas sauvée et qui lui rappelle aussi sa famille qu'elle a. Donc effectivement, c'est son ticket c'est son moment, son ticket rédemption, on va dire. Mais il y a Mhm. ces moments leadership, effectivement. Tu le vois le moment où elle est intronisée Maître Tempête Ouais. dans cette ambiance-là qui est
on va dire, des Scandinaves steampunk, quoi, en fait. Ouais. Ouais, il y a un côté clan viking, Et ouais. entre le clan viking, parce que Asgard, bon, on va pas aller chercher. L'appel Asgard, ouais, je veux dire. Ça s'est vu! Voilà, Ça s'est vu, les gars, là! les pirates des Caraïbes, les Scandinaves, et voilà. Et puis un truc un peu punk, voilà, avec cette Mm. ambiance-là, effectivement. Ça- Oui, 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 ça matche bien. Et Mm. puis, ambiance leadership, effectivement, sur le restitution, donc le bateau prison, le bateau pénitentiaire, là, ou enfin le vaisseau pénitentiaire, où elle doit se friter avec l'autre chef de gang, et est-ce qu'elle veut ou pas prendre la place? Elle n'a pas envie au début, elle rase les murs. Et est-ce qu'elle va prendre la place de chef? Et éventuellement, à la fin, bon, on s'en fout dans spoiler, donc reconstituer une tempête. Alors, elle part en mode les filles de La Rochelle. Donc, des filles à bord. Et bon, ça va péter. Elle est devenue effectivement une chef. Mais c'est ces moments d'émancipation, un peu comme Harley Quinn. Moi, je trouvais que ça me faisait beaucoup penser à Ouais. où il y a eu beaucoup d'hommes dans sa vie. Et à un moment, elle les a un peu tous foutus sur le bus, justement. Dont le petit Wittig, hein, enfin le petit Oui. jeune homme, hein, Le mais pauvre. Ouais. moche. Qui voulait, ouais, qui voulait vraiment l'aider à s'en sortir. Et puis, elle finit par lui dire, mais ça, c'est pas moi ce que tu as projeté sur moi. Comme tous les autres, tu voulais te servir de moi. Tu t'intéresses pas à moi, juste à ce que je peux faire pour toi et tout. Et il restait qu'un coup de blaster dans son truc parce que euh, toute la séquence d'avant, c'était Alien 2, comme tu l'as dit. Sauf que c'était les robots charognards. Mais à un moment donné, c'est vachement graphique. Enfin, dans ma tête, c'était graphique. C'est genre, les robots charognards, normalement, ils dépecent les carcasses de vaisseaux. Mais là, ils dépeçaient des gens qui essayaient de s'en sortir. Donc, à un moment donné, c'est un bain de sang. Fry, elle se fait arracher un bras et tout, machin. Enfin, bon, bref. Et puis, vite, vite, il faut passer, il faut craquer le code pour fermer la porte, ouvrir la porte et machin. Là, c'était assez immersif, plus tous les bruitages, les râles d'agonie, machin, ça c'était vraiment bien. Et pourquoi je parlais de ça? Je sais plus. Tu parlais de Wittig. Oui, oui, tic. Et puis finalement, le but. Et le but devant, un autre personnage dont on n'a pas encore parlé, mais qui est Non, hyper important, c'est Pan. Panetta. Moi, je l'avais écrit comme pancetta, hein, je t'avoue. Arrêtez entre burrata et pancetta, toi, tu avais tout un repas italien, hein, décidément. J'avais envie de Luana un peu di! italien. Ah, Luana, Luana, va la mamma! Bon, Ah, il va y avoir de ça. Ouais. Et lui, c'est un des premiers personnages qu'on entend parce que donc ce début qui fait très ambiance saloon, avec la petite musique qui va bien et tout, tu as Hendrik, un des anciens mecs bras droit de Lourna, qui arrive donc dans un saloon louche, et puis il tombe sur ce mec qui a des gros problèmes respiratoires. On n'apprend pas encore tout un de dans suite. Star Wars. Encore un dans Star Wars avec son respirateur. Donc lui, c'est la Ouais, même marque c'est que un l'autre. air- C'est un Ah oui, Dowootin. oui, l'autre c'est un Airkit et lui c'est un Dowootin. Alors, les Dowootin, pour vous les replacer, mon main d'image, c'était les gros balèzes qui étaient chez Maskenata et qui aiment bien les filles, visiblement, parce qu'il était avec. Ouais, Dans une celui belle qu'on pépé. avait vu, il avait Ouais. belle pépé, il avait Basine, là, l'espionne du premier ordre. Et il a une fixette sur Lourna au début. Alors tu te dis, sur un arc de vengeance, parce que c'est elle qui lui a mis à l'envers, parce qu'avec Mark Unroe, donc là, ils ont décidé de se débarrasser voilà, de ce qu'ils considéraient être des membres gênants dans leur cyclone. Et donc, ils avaient fomenté un coup pour se débarrasser de lui, un peu à la Rasputin aussi. Hein, c'est-à-dire, poison, machin, on y va, tous les trucs possibles, on va tout tester. Et comme mais un crevapant, Il veut pas crever. incroyable. Il n'y a pas moyen, tu vas à un moment, putain, il sort tout le temps, lui, il n'y a pas moyen de s'en débarrasser, le Dowootin. Mais parce que voilà, comme il dit, moi je ne survis que sur ma vengeance et tout, et sa vengeance, c'est de la récupérer. Et puis alors, badaboum, arrive le truc que tu pouvais plus ou moins sentir venir, c'est-à-dire que, en fait, il était très amoureux de Lourdes. En plus, c'est par son entremise qu'elle a intégré les Nihil. Puisque, ironie du sort, Bala, son ex qu'il avait fucké, qui a tué sa famille, il finit par la recruter sans savoir qui elle est, parce qu'elle est en Mandalorienne à ce moment-là, pour se friter avec les Nihil qui interceptent toutes les livraisons d'épices de son ancien patelin, là, d'Aalot.
Elle bousille un orage donc un bras droit de Pan, de façon assez vicieuse d'ailleurs. Le colicoïde, là, elle lui arrache un croc, elle l'empoisonne avec son propre croc. Donc, elle est très pragmatique, hein. Encore une fois, survivre à tout prix. Donc, voilà. Et puis, Pan, bah, il la prend sous son aile, en fait, pour qu'elle administre. Finalement, elle administre sa planète pourrie de base, là, pour le compte des Nihil, cette fois-ci. Et puis, elle gravit les échelons. C'est fulgurant, son ascension, en fait, à Lourna, puisqu'elle sauve Asgard d'une tentative d'assassinat. Elle fait capoter les plans de Grenouille. Pan. Elle fait capoter les plans de Pan et On de s'ennuie pas de Cassav. chez Lenny, là. Ah bah c'est normal, hein, c'est comme les Klingons, hein, c'est pas des enfants de cœur, hein, c'est des pirates, encore une fois. Bah alors l'autre maître tempête s'appelait Cassav. Moi, à chaque fois, j'avais la Ah oui, musique moi de aussi, Cassav il a le dans les oreilles, c'était horrible. permanence, lui. Alors, c'est tout le temps. Lui. C'est C'était, pareil, lui aussi, il se ferait bien lournadi, Kassav. Et donc, à un moment donné, elle rejoint leur conspiration, mais elle essaie de les trahir auprès d'Asgard, qui la fuck. Donc, du coup, elle fuck Asgard. Et ils disaient tous, bon, c'est bon, Marken Ro, le fils, le prince héritier, c'est un faiblard, c'est un nulos, etc. On sait par les dramas chinois que quand tu joues au faiblard et au nulos, c'est généralement c'est que tu es très intelligent et que tu vas fucker tout le monde. Markion, effectivement, son père n'était pas encore froid. Bah, il était en route pour aller allumer le bûcher funéraire et il leur dit, en gros, il leur fait comprendre qu'il a très bien compris qu'ils avaient buté son père et qu'avec lui, ça allait pas être la même parce qu'en fait, il est machiavélique, ce mec, c'est un psychopathe. Il a une voix toute douce comme ça, il élève jamais la voix. Elle est bien castée, la voix de Markion Roux, même si on le croise pas beaucoup, mais voilà. Tu te dis, oh putain, c'est un psycho. On doit sûrement le voir dans les romans, ça je le sais pas encore, mais punaise, dans l'audiodrama, tout de suite, tu dis, ouh, elle va avoir du fil à retordre avec celui-là. Moi, je le Hein. ship avec beaucoup de monde parce que je sais pas pourquoi, mais je le sens bien, lui. Ouais, avec Avar, avec, Ah avec Luna, avec... ouais, rien à foutre. rien à foutre. Ah, le psycho. Donc, donc c'est intéressant de voir aussi comment ils essaient tous de se blouser les uns les autres parce que bah, c'est des Nihil, hein, ils veulent tous être calife à la place du calife. Donc, Et alors, c'est vrai qu'elle, du coup, ça gêne un peu Eline parce que c'est la seule fille là-dedans, dans tout ce truc-là. Et ouais. qui arrive à s'élever à leur niveau. Alors, elle n'est pas victime de misogynie, mais par contre, on lui fait sentir que elle n'a pas forcément son mot à dire. À un moment, elle prétend être à l'égal d'Asgard, qui la renvoie à de Patresse en disant bah non, en même temps, c'est ma famille, t'as pas à t'incruster. Donc, oui, à chaque fois, l'idée, c'est qu'ils veulent toujours en faire une Ouais. disciple ou un second couteau, et ça l'arrange jusqu'à un certain point, mais c'est vrai qu'elle est ambitieuse quand même. Mhm. Ah bah là, les dents qui rayent le parquet, Les qui dents, rayent le Durastyle. les dents affûtées, voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est sûr, elle est ambitieuse. Et puis, toute sa vie, elle s'est fait fucker par des hommes, essentiellement. Il y a des femmes qui la trahissent aussi, comme Tasia, mais qui va la vendre à Pan, voilà, qui va la retrouver, etc. D'ailleurs, les retrouvailles avec Pan, ça ressemblait plus à des retrouvailles d'amants. Oui, je vais me venger de toi, etc. Puis après, il s'inquiète. Oh, tu es blessé, C'est ça. etc. Moi, j'avais un visuel de... Ah, il est space. j'avais un visuel de Javier Bardem dans Skyfall avec M, où il cherche à la tuer depuis le début. À un moment donné, elle est blessée. Il fait oh, vous êtes blessée. Mais t'es sérieux? C'est de la tuer. Et bah, Pan, ça m'a fait penser exactement à la même chose, quoi. C'est ça. Puis alors, dès qu'il peut, porter de mariée. Porter de mariée. Ah ouais, Oh, ouais. mais Dès tu es qu'il si peut. légère et tout. Oh là là. Au moment donné, la croix morte, c'est trop mignon. On se dit, oh mon Dieu, tu es encore plus légère dans la mort. Mais non, mais elle est morte, plus rien ne sera comme avant. Bah, tu sais, elle est là, elle fait semblant, puis après, pour le canoë. Parce qu'en fait, elle fait toujours la même technique, effectivement, c'est-à-dire bah, faire semblant d'être faible pour mieux tromper la vigilance. Mais c'est la seule arme qu'elle a, en fait. Hein, donc, À certains moments, c'est la seule arme qu'elle a. C'est la ruse. À chaque fois, c'est la ruse, la duperie. Elle dupe tout le monde parce qu'elle s'est fait duper une fois dans sa life et terminé. Elle a appris, mais à la dure, quoi. La première leçon, ça a été la plus dure à encaisser, quoi. Donc,
on ne m'y reprendra jamais plus. Et puis de temps en temps, si on les reprend quand même, mais Wittig, elle l'a buté, Cestine, elle l'a épargné. Elle l'a balancé dans une capsule de sauvetage pour qu'elle retrouve ses fils, parce qu'elle avait vraiment de l'affection pour cette Twi'lek, en fait, qui aurait pu être elle dans une autre vie, en fait, quelque part. Cette Twi'lek, c'est un peu son miroir aussi dans la prison, donc de ce qui pourrait être, de ce qui aurait pu être, même si elle n'est pas blanche comme la neige, hein, Cestine, hein. Elle a quand même trafiqué, tué quelqu'un, etc. Elle n'est pas arrivée en tôle pour rien, quoi. Mais elle a purgé sa peine et puis ouais, elle l'a prise sous son aile. C'était vraiment, vraiment sympa. En fait, le personnage de Lourna est intéressant et les personnages qui gravitent autour d'elle et les liens qu'elle tisse avec eux, c'est hyper intéressant aussi parce que elle est toujours sur le fil à savoir est-ce que c'est des liens qu'elle va couper de façon nette pour ne plus avoir d'attachement, littéralement, ou est-ce qu'elle va quand même rester attachée à ces personnes, essayer de les sauver C'est pour ça aussi que c'est bien conçu son travail à Cavan, parce que tu avais l'image parce que le steam, il est produit par des araignées sur Oui. Alof. Donc, tu as l'idée de la toile qui s'étend. Et donc, c'est tout à fait bien par rapport à ce que tu viens de dire, parce que c'est ça, effectivement, au niveau des réseaux et des liens qui se créent et que tu coupes ou que tu coupes pas, ou les choses qui se tissent. Et c'est vrai, ça aussi, ça se retrouve. Il y a vraiment plein d'images qui sont mises en place, qui sous-tendent le texte et qui fonctionnent vachement bien, en fait, et qui lui donnent vraiment de la profondeur, quoi. Il y a beaucoup de choses que tu peux... Il y avait une autre chose qu'on pourrait... par rapport aux séries qui se font. À un moment, d'une certaine manière, cet épisode de la vie de Lorna, tu pourrais le recomparer avec la saison 1 du Mandalorian par certains aspects, parce que tu as la même ouverture dans un bar glauque au milieu de nulle part. Alors, c'est les mondes de cendres, c'est pas dans la glace, mais bon, voilà, tu as cette espèce de bar, machin. À un moment, d'ailleurs, elle porte, donc on a dit, un casque mandalorien. Il y a une planète d'arbres qui est présente comme dans la saison 1. Tu as les flashbacks. Tu as la question de retrouver une humanité ou de retrouver une identité sous un masque. Alors, il n'y a pas de gros goût qui rentre là-dedans, hein. Et tu as aussi un passage par une prison. On avait également ça dans la saison 1, une question d'exfiltration et de prison. Et à l'origine, c'est ce que demande Andric à Pan, c'est de l'aider ou de lui aider à trouver des gens pour exfiltrer Lourna du vaisseau pénitentiaire. Bon, l'autre lui tire les verres du nez parce qu'il cherche à retrouver Lourna aussi, parce que c'est la quête de Lournadi. Et c'est Mais la ça quête se voyait tellement, dès le plein de début, ça se manières. voyait tellement, mais oui, C'est ça, il est c'est-à-dire con. qu'il y a à la fois les gens qui cherchent Lournadi, donc la République, les Jedi, etc., et ses ennemis ou ses anciens ennemis, etc. Et il y a aussi elle qui cherche qui elle est. Donc, tu as tous ces aspects-là qui sont mis en place. Et tout ça, ça fait un réseau, une trame extrêmement complexe, quoi, qui fonctionne bien sur l'ensemble. Et la notion de réseau, elle est importante parce que, on l'évoquait dans la partie sans spoil, tu as la notion de sentier. L'œil du cyclone, il y a une hiérarchie qui est quand même très, très présente chez les Nihil. Très Et chiant à l'œil, traduire, il faut le dire aussi, parce qu'entre... Parce que Storm, hein, parce qu'il nous, il a fallu qu'on change. C'est vrai qu'il y a la question entre les tempêtes et les trucs. Donc, cyclone, c'est pas le terme anglais, mais pour arriver à savoir, entre cyclone, c'est l'ensemble de toutes les tempêtes. Après, tu as la sous-groupe des tempêtes, machin. Après, tu as orage, et puis tu as foudre, et puis tu as... Et c'est des fois, c'est pas ça. nuages Oui, il y aussi. avait les nuages aussi, et puis il y a les nuées qu'ils utilisent, donc les gaz. Donc ça a fait, des fois, c'est prise de tête, hein, à traduire d'une part, mais à lire aussi, parce que ça peut être compliqué, quoi, leur hiérarchie. Oui, c'est très pyramidal en fait. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que au centre, tu as l'œil du cyclone. L'œil. Mais l'œil, ça veut dire aussi le mec, il voit tout en fait. Ça peut être ça aussi. Et c'est sûr que Markion, lui, il va les tenir. Son père, c'était pas un tendre, mais lui, il est pire, quoi. Et ça, c'était intéressant. Et notamment, l'apanage de l'œil du cyclone chez les Nils, et ce qui explique pourquoi il a la tête des Nils et pourquoi il y a un tiers des butins qui lui reviennent, c'est que c'est lui qui a les sentiers.
Les sentiers, c'est les passages de l'hyperespace, en fait, j'imagine. C'est qui ouvrent les voies pour que les tempêtes puissent se déplacer et piéger les vaisseaux de la République ou attaquer les planètes ou foutre la merde comme sur Etzal dans La Lumière des Jedi, le premier tome, là. Et donc, ça, les sentiers, c'est l'héritage de sa famille, l'héritage d'héros. C'est ce qui justifie qu'il soit en haut de la pyramide, quoi. Et c'est important parce que finalement, c'est un réseau dans le réseau, quoi. C'est comme s'ils utilisaient des souterrains pour se déplacer incognito dans la galaxie jusqu'à ce qu'ils décident de sortir par une bouche d'égout pour foutre la Un peu merde des quelque voies part. maritimes, hein, si tu reprends l'image de Oui, la voilà, c'est ça, ou c'est ça, des voies maritimes. c'est ça, tout à fait. Bah, les cartes, quoi, où, avant, tu avais des sextants, des machins, des trucs, c'est le même principe. Et c'est vrai que la piraterie, peux le replacer là, effectivement, c'est vrai que ça se pose aussi avec ces destins de femmes pirates, il y en avait plusieurs, il y en a eu en Chine, il y en avait une turque, il y en avait des anglaises, il y en a des françaises, la Jeanne Belleville. Le point commun de la plupart de ces femmes pirates est le même que celui de Lourna, c'est souvent la vengeance. Oui. Soit parce qu'on avait bousillé leur famille, c'était le cas de la pirate turque dont j'ai oublié le nom, mais on le remettra. Jeanne Belleville, c'était une vengeance contre le roi. Philippe VI avait fait tuer son mari. Et la plupart de ces femmes se retrouvent à un moment avec un vaisseau qu'elles appellent d'ailleurs la vengeance. Donc, revenge ou vengeance, enfin, et ça va bien avec ça, avec effectivement ce thème-là. Mais l'autre truc, et c'est pour ça que la notion d'émancipation, c'était important aussi, c'est que tu as ce passage, il y a un moment où tu es vraiment dans la question de la traite des esclaves. Dans les bateaux négriers et dans la question du racisme, parce que quand elle se retrouve à l'académie, il y a des allusions qui sont faites à ces coups, qui sont très clairement des phrases qui sont codées sur des personnes de couleur et, et des insultes racistes. Oui. Et même à bord du vaisseau prison, et le fait qu'elle passe par la prison, ça te renvoie aussi à ce côté-là, qui est que souvent, dans les prisons américaines, tu retrouves des latinos ou des noirs, et donc on repart sur ça, sur cette question-là. Et ça va aussi avec ça, la question de l'émancipation. Tu as l'émancipation d'une femme, d'un parcours de femme, mais aussi une émancipation d'une personne de couleur. Donc elle porte deux choses quand même en elle. Même si, Oui. elle est couleur verte, hein. Mais néanmoins, c'est quand même sous-tendu dans le texte. Oui, oui. D'autant que y a pas, enfin, on n'a pas l'impression qu'il y ait tant d'humains que ça, d'humaines dans la prison, parce que finalement, la plupart des personnages avec qui elle interagit vraiment dans la prison, ce sont des non-humains, en fait. T'as un qui parle, il y en a une qui ressemble à un blob dégueulasse, qui est l'espèce de bras droit, Muglan, je crois, ça s'appelle, qui est Mulan, qui est l'espèce de bras droit d'Ola Est, la chef de gang, là, qui elle-même n'est pas humaine, hein. Ouais, c'est beaucoup des non-humaines en fait qui se retrouvent ensemble. D'ailleurs, tu te dis, mais elles mangent les mêmes choses, elles ont les mêmes tailles de couchettes. Comment ça fonctionne cette affaire? Ah Enfin, oui, c'est c'est compliqué très là. très curieux en fait. Tu te dis comment ils font pour les prisonnières qui respirent pas la même atmosphère, il doit y avoir des blocs qui sont destinés aux espèces aquatiques ou tu vois, on peut tout à fait l'imaginer hein, finalement dans une prison galaxique avec Oui, toutes c'est les vrai qu'ils espèces. se sont pas collés il s'est pas collé cette complication là à la cavane là, C'était pas nécessaire dans l'absolu, mais ça pourrait être plus intéressant à exploiter en bande dessinée par exemple. Hmm. Ça pourrait être pas mal. Ça poserait d'autres problèmes au moment où ils se font aborder par la tempête de panne, en fait, qui perce la coque et puis qui envahit le vaisseau en mode alien, voilà, avec ces droïdes charognards qui faisaient flipper leur race. Ils faisaient des petits bruits pendant qu'ils découpent les gens. Mais c'est vrai que du coup, c'est aussi bien dans le texte que dans le sous-texte. C'est vraiment un contenu adulte en fait assumé, c'est ça qui est bien en fait, c'est que ils pouvaient pas tout faire dans la saga Skywalker, c'est souvent du coup du côté mythologique, thématique, parce que ça s'adresse à des enfants, mais là ils ont pas ce genre de contraintes, donc ils y sont, enfin il y est allé à fond, Cavan. Déjà le fait que ça se passe dans une prison pour femmes, tu l'avais évoqué quand tu avais fait l'interview avec lui, ça veut dire que les femmes elles vont se faire des saloperies entre elles. Oui.
Oui, 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 oui. Il n'y a que les violences sexuelles qui ne sont pas abordées, mais les bastons, les trahisons, les émeutes, le chantage, tout ça, oui, c'est abordé de façon frontale parce qu'on est dans une prison, quoi. Une prison pour femmes. Même avant, dans sa manière de gérer sa tempête, Lourna, Ah, c'est elle est la première violente, fois hein. où elle Ouais. arrive, elle attrape Tasia parce qu'elle a dit un truc, elle Il lui l'étrangle. a pas plu, ouais, ouais. Clairement, ouais, tu vois que c'est le bad boss, quoi. C'est-à-dire que c'est une meneuse, mais elle n'est pas tendre, quoi. Elle n'est pas tendre. Elle Et s'y prend autrement pas, pour dans la constituer mesure où sa elle petite veut. tempête, Ouais. parce qu'elle n'a pas le choix. Et elle leur laisse le choix. Ceux qui ne veulent pas me rejoindre, vous accéderez aux capsules de sauvetage, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez de l'aventure, etc., rejoignez ma tempête. Et massivement, elles rejoignent la tempête. Même les ennemis de la veille, les bras droits de l'ancienne chef de gang, quasiment toutes les survivantes rejoignent sa tempête, quoi. Et c'est là aussi que c'est pas monolithique, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient posés, enfin des personnages qui étaient posés comme des antagonistes qui peuvent devenir des alliés qui peuvent Mhm. devenir des antagonistes. Enfin, ça change vraiment. Et c'est vrai qu'il y a des moments où il se passe vraiment des grosses crasses. Mais ça peut complètement changer d'un moment à l'autre, quoi, en fonction de leurs Mhm. intérêts ou de l'environnement. Ils ou elles suivent l'alpha, en fait. À partir du moment où tu as une meneuse qui a montré ses capacités de leadership, parce que même pour échapper aux droïdes charognards, etc., à un moment donné, c'est elle qui prend les choses en main, qui dit, bon, bah là, on fait ça, toi, tu fais ça. La répartition des tâches, elle a une nuage, une ancienne de sa tempête, Queen, qui est une hackeuse professionnelle. Elle met ses capacités à bon usage, en fait, elle en fait bon usage. Donc, effectivement, une des qualités de leadership, c'est comme tu l'as évoqué, de mettre les bonnes personnes au bon poste et d'utiliser les compétences de chacun au mieux. Et c'est exactement ce qu'elle fait dans l'urgence. Ils n'ont quasiment pas d'armes, enfin, ils sont les mains dans les poches, la fleur au fusil, ils sont vraiment dans la merde. Et elle arrive quand même à sauver beaucoup, beaucoup de monde. Sans pour autant faire de sentiments ou quoi aux caisses, hein. Ceux qui peuvent marcher nous suivent, ceux qui se font dessouder, bah, tant pis pour vous. En fait, on avance, on sauve le maximum de personnes. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, ils adhèrent, parce qu'elle met fin à l'émeute où tous les prisonniers se retournaient les unes contre les autres, pour dire non, en fait, on a une seule chance de s'en sortir, c'est si on fait groupir. Et parce qu'elle connaît la stratégie de Pan, vu qu'elle l'a appliquée tellement souvent elle-même quand elle abordait des vaisseaux. Donc, c'est une de ses grandes forces aussi, quoi. C'est comme ça qu'elle arrive à fédérer, parce qu'elle est forte, en fait. C'est, finalement, les gens ne lui demandent pas de les border, hein. Elles demandent de les diriger. Et à partir du moment où Ola Est n'est plus dans l'équation, elle se fait dessouder par Pan, bah, même les bras droits de Ola Est, c'est dit, en fait, c'est elle l'alpha. Si j'ai une chance de survivre, c'est parce que il faut que je reste près de cette nana-là, en fait. Ouais, mais c'est une opportuniste dans le sens où Oui, oui, elle, oui, là, oui, à ce bien sûr. moment-là, elle le fait parce que c'est dans son intérêt de survie. C'est le Oui, moyen de survivre. Parce que sinon, si elle pouvait sauter dans une capsule, comme elle a pu elle a essayer de tenté, le faire à oui, d'autres comme elle l'a moments. fait dans sa D'ailleurs, c'est première vrai que tempête. tu as plusieurs batailles qui permettent de comparer. C'est-à-dire, à un moment, bah, elle était chef de tempête et dans une bataille contre les Jedi qui ne s'est pas bien passée pour elle, bah, elle fait croire à tout le monde qu'elle va couler avec le navire comme un capitaine le ferait. Et en fait, elle balance son droïde pour se faire passer pour elle et elle se sauve autrement, si tu veux. Ouais. Donc là, elle pouvait faire ça. Dans le bateau prison, elle ne pouvait pas faire ça. Donc sa solution, c'était bah, à ce moment-là, effectivement, je deviens le chef. Mais pour revenir sur la question justement par rapport à l'émancipation, la question du nom, c'est vrai que le nom, c'est hyper important quand tu parles de la question de l'esclavage, parce que souvent, on ne te donnait pas un nom, enfin, on te rebaptisait, on te donnait un nom qui n'était pas le tien, celui que tu avais choisi. Donc le fait qu'elle puisse réclamer son nom, c'est important. Pour une femme, c'est également important parce que souvent on t'appelle de plein de façons différentes, hein. C'est la matière de pas mal de chansons ou de traités féministes, c'est-à-dire cocotte, petite, machin, etc. Enfin, fais-moi le café, ce que tu veux. La Et donc, petite dame, la oh, petite dame. moi je suis machin. Et voilà, on lui a proposé plein de choses dans la vie et moi, qu'est-ce que je voulais faire et qui je suis vraiment. Bon, Mm. alors.
savoir si elle sait vraiment qui elle est à la fin, je ne suis pas sûre. C'est vrai que son histoire, elle est loin d'être écrite, elle est loin d'être terminée. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Alors, est-ce qu'ils le savent? J'ose espérer. Mais à la fin, c'est même curieux qu'elle reparte sur le cyclone avec son équipe. Elle aurait pu très bien partir ailleurs et faire, tu vois, la pirate des mers de... Des mers du Sud. des mers Et, de... des mers de Sran, je ne sais quel monde de la bordure extérieure ou autre chose. Elle aurait pu partir complètement en électron libre avec sa petite équipe, tu sa vois. petite bande de piratesses, et puis... Oui. Et c'est pas Ouais, ce elle qu'elle aurait a choisi de faire. mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de se réapproprier son nom, etc. Et ça rejoint ce que tu avais dit plus tôt, à savoir que, à bien des égards, le vaisseau, c'est une métaphore pour l'Ourna. En tout cas, le vaisseau, c'est une personnification de l'Ourna parce que euh, elle, à plusieurs reprises au début, quand il y a la première bataille contre les Jedi, elle dit comment s'appelle ce vaisseau? Le Lournadi. Comment s'appelle ce vaisseau? Le Lournadi. Et puis, t'as même qui se foutent de sa gueule en disant comment elle a appelé son vaisseau? Elle a donné son nom. Elle est con, celle-là, tu vois. Enfin, bon, c'est une joke, mais effectivement, ça interpelle le fait qu'elle donne au vaisseau son propre nom. Et à la toute fin, donc quand elle reconstitue sa tempête, et qu'elle récupère le vaisseau de Pan, etc. Et on finit là-dessus, c'est comment s'appelle ce vaisseau? Le Lournadi. Quel est le nom de ce vaisseau? Le Lournadi. Donc, tu vois, ça boucle la boucle. Donc, c'est à la fois une réaffirmation de son identité, ce qu'elle croit être son identité, parce que en fait, elle se cherche, elle ne se connaît pas vraiment, elle est vraiment retombée dans ses vieilles habitudes, en fait. Elle a raté sa chance à la rédemption avec Wittig. Et puis en même temps, c'est se recréer une tempête, se recréer un groupe. Elle se réinvente en permanence. Elle change son apparence physique. Elle change de masque. À un moment donné, Wittig, quand elle lui avoue son propre nom à l'infirmerie, à la moitié dans le gaz et tout, il lui dit tu portes à nouveau un masque là. Alors que physiquement, elle n'en a pas, mais effectivement, elle porte un autre masque. Et puis, à la toute fin, elle fait refaire le masque qu'elle a perdu contre les Jedi, là, en faisant sauter le cockpit avec son droïde. Elle leur fait faire à l'identique. Ça fait penser à Kylo aussi, qui refait faire Oui. son masque. Cavan disait que pour lui, c'était la première fois qu'on avait un personnage dans Star Wars qui avait autant de fois l'occasion de se racheter et qui choisissait pas les bonnes options. Et je suis pas complètement d'accord parce qu'il y a Kylo et ils ont beaucoup de points communs, c'est-à-dire tous les deux, ils se baptisent d'un certain nom. Alors on rappelle que Anakin n'a pas choisi son nom, il Non. s'est fait baptiser. Ben Solo, lui, il a choisi son nom et son masque, a priori. Et donc, lui aussi, il y a plein de moments où il a des possibilités de choisir autrement et ne fait pas le bon choix. Lui aussi choisit de régresser en reconstituant un masque qui n'a pas lieu d'être. Et lui aussi a des problèmes avec sa famille, avec une culpabilité, et est un prince. Donc, je dirais qu'il y a quand même beaucoup. Et s'entoure d'une bande de bolos avec des armes improbables également. Parce que c'est vrai que voilà, ils ont un look particulier, les Nils. Alors, bon, là, c'est pas visuel, hein, on le voit pas, mais c'est quand même une sacrée bande de tarés, hein, Ah oui, 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 quand c'est même des pas mal. fous. Entre ceux qu'on croise à la teuf, qui sont là, ouais, vas-y, éclate-moi la gueule, parce qu'ils sont tous drogués. T'as un Gungan, il y a Trompette, qui à un moment, donc ils sont là en train de faire des bras de fer, des machins et tout, etc. Et l'autre qui force sa voix Jar Jar, là. Moi, j'avais dit à Aurélio, punaise, faut que je traduise un Gungan, au secours. Missa. Et, euh, et en fait, t'as l'autre qui lui fait, mais t'arrêtes avec tes conneries de Gungan, tu parles pas comme ça d'habitude, donc t'es pas obligé d'en rajouter non plus. Le Air-Kit, donc qui part en mission, encore une fois, elle a des chevaliers blancs des fois autour d'elle, Lourna, plein de mecs qui sont prêts à venir la sauver et qui s'intéressent à elle. Vraiment, ça doit être une belle femme, hein, parce elle est visiblement un centre d'adoration et d'admiration pour plein de gens qui croisent son chemin à un moment ou à un autre. C'est quelqu'un de charismatique, très certainement. Et donc, le Air-Kit qui se voit comme son sauveur, qui va sauver la demoiselle dans sa tour, là,
n'y arrivera pas parce que c'est un gros bolos, quoi. Il est con comme une malle. Il n'est pas méchant. Enfin, si, il est méchant. C'est un île, mais il donne toutes les infos à Pan, qui lui fait boire une espèce d'alcool frelaté. Ça aide bien, Ouais, c'est tu lui qui vois. a choisi de le boire, hein. Non, non, il ne le fait pas boire. Il ne le décourage pas complètement. Enfin, il lui dit plusieurs fois, c'est de la merde, le bois pas. Mais bon, Et donc, du coup, bah, il finit par la vendre, malgré lui, quoi, sans le savoir, à Pan, qui ensuite va prendre d'assaut plusieurs vaisseaux pénitentiaires de la République jusqu'à ce qu'il tombe sur le bon. Rien à foutre, parce qu'à chaque fois, il tue tout le monde. Hein. Encore une fois, il perce la coque, qui balance des gaz qui tuent. Et puis, une fois qu'ils ont fait le tour du vaisseau, bah, ils se cassent, ils laissent la coque avec un énorme trou et tout le monde, le peu de survivants meurt en fait, parce que bah, y a le vide de l'espace qui parce que s'engouffre des dans, fois, dans quand les même, vaisseaux. ils appliquent le fait que ça se passe dans l'espace, quand même. Ouais, tu vois, c'est voilà quoi. En l'occurrence, le vide aspire plutôt qu'autre chose, quoi. C'est pas l'eau qui rentre, c'est le vide qui aspire, mais c'est pareil. Mais effectivement, quand ils arrivent au grand hall, là, à l'œil du cyclone, t'as vraiment la sensation que t'es à Port-Royal ou à Tortuga, tu vois, avec les putes, les barils de rhum. Ah oui, oui, C'est ça, c'est une l'attraction passage, Pirates des Caraïbes, tu sais. c'est une passage On n'a pas vu les prisons incroyable. avec le chien. C'est la première fois qu'elle y va et qu'elle lui dit ah bah oui, il y a les réjouissances, machin chose, etc. Et puis elle dit ah, il va y avoir des serpentins. Et puis, ah là, il n'y a pas de serpentins. Ouais, c'est pas ce genre de réjouissance, non. Si tu avais des serpentins, tu aurais des mecs accrochés dessus, tu sais, comme les mouches sur les trucs qui Sur pendent. les trucs autocollants, là. C'est des guirlandes façon Nil, tu sais, C'est ça. ambiance. Mais c'est sûr que du coup, tu es obligé d'être une sacrée saloperie pour arriver à survivre dans cet Ah bah environnement-là. t'as pas le choix, hein, clairement. Et c'est une survivante avant tout, quoi. Déjà, C'est une pour pas qu'on abuse de toi, dans le sens qu'on abuse de ta crédulité ou qu'on te dézingue ou qu'on te la fasse à l'envers, mais aussi, c'est vrai que tu as aussi quand même quelques allusions au harcèlement sexuel. Quand tu visites le vaisseau de Kassav, il n'y a pas de zouk hein, derrière. Avec justement Kassav qui est en train de faire sa démonstration là, de je suis le roi du pétrole, à faire son Son bras de fer avec un Gungan. avec Trempette là, et tu as une nana à côté. Et quand elle arrive, Lourna, il lui fait ah, il y a un beau vaisseau, hein, il est beau mon vaisseau. Elle fait ouais, ça te ressemble bien. Elle dit ouais, elle kiffe. Et la nana à côté, elle fait c'est pas exactement ce qu'elle a dit parce qu'elle a bien compris que c'était complètement sarcastique et elle pensait que c'était un gros nas quoi. Mais d'ailleurs, quand elle rencontre Kassav pour la première fois, Pan lui dit méfie-toi parce que ce type-là, il a la main baladeuse, quoi. Donc, il y a plein d'allusions à ça aussi. Alors, on le voit pas. Et puis, bon, bah, Lourna arrive à... Elle arrive à être sauvée de ça, hein, parce qu'elle aurait pu, il y a plein de fois où, comme tu l'as dit, quand elle est vendue, alors on me dit, ah, c'est de la première qualité, elle aurait pu être vendue comme esclave sexuelle ou comme... et elle se laisse jamais... cette histoire qu'elle a eue jeune, c'était une histoire consentie. Bon, bah voilà, elle s'est fait avoir par un bâtard. Ouais, soit Avoir c'était par un amour, pas bâtard. amour, Après, soit c'était... est-ce qu'elle a encore une sexualité derrière? On n'en sait rien. Peut-être c'est presque ça qui manquerait et peut-être que j'aimerais bien voir par la suite. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va lui arriver après à Lourna? On peut toujours supputer. Est-ce qu'elle pourrait se prendre après tout des petits gigolos, des machins, après tout avoir Oh une vie bah oui, un peu des comme Gina nanas, hein, Davis l'un ou l'autre. dans l'île au trésor, là, tu sais, bah, elle mène son bateau et elle a des petits casse-croûtes. Je sais pas si elle aura une rédemption ou une chose, mais j'aimerais bien qu'elle ait pas un arc tragique, moi justement, elle, tu vois. Mhm. Bah, malheureusement, si elle continue à refuser les rédemptions, ça va être chaud, en fait, pour elle, dans une autre vie. Pendu, comme les pirates, tu vois. Pendu, toi pendu. Moi, tu vois, c'est un audiodrama, je vais laisser passer du temps et je pense que je le réécouterai avec plaisir quand j'aurai lu L'orage gronde. Oui, parce que ça se situe juste après. Ouais, d'ici quelques mois, ce sera avec grand plaisir. Quand je l'aurai davantage vue, alors du coup, ça me spoil un peu parce que je la découvre avant de la voir vraiment agir dans les romans. Mais je pense qu'après l'avoir vue dans les romans, je me referai l'audiodrama. C'est que 6 heures, hein, c'est peanuts en fait, c'est rien du tout. Et ce sera avec plaisir. Peut-être que je l'écouterai avec ma moitié, sauf si elle l'a écouté d'ici là. Mais parce que bon, c'est Anne Bonny dans l'espace.
j'adore le concept, et elle encore plus, quoi. Moi, Et j'aimerais c'est bien vraiment voir par une la vie de suite. pirate. Non, mais ses aventures avec sa bande de joyeuses compagnes, là, tu vois, moi, j'achète, hein, savoir ce qu'elles vont faire. Qu'est-ce qu'elles Ouais, vont... ouais, ouais, un équipage féminin. Bah, c'était dans Jace et les monstres plantes, hein, je sais, c'est complètement con, mais où tu avais un équipage, tu avais des pirates qui n'étaient que des femmes. Et il y en avait une qui était amoureuse de Urk, tu sais, Mmh. le beau gosse, le Han Solo de service. Un solo du pauvre. C'est ça. Et donc, du coup, ouais, ça m'a fait penser à ça, un Ah équipage. bah, les Amazones, oui, 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 effectivement. c'est ça. Mm. Ouais, donc ce serait bien d'aller là-dessus. Puis bon, c'est graphique, hein, pour le coup, ça peut donner de la BD, ça peut donner des choses intéressantes. En plus, avec cet équipage qui est à voile et à vapeur. Non, Et c'est c'est toutes des reprises de justice, hein, des donc, reprises de justice, mais en même temps, certaines ne sont pas là pour des choses très nécessairement hyper graves et elles étaient. Normalement, c'était un projet. La République avait un beau projet de oui, réinsertion. Alors, on leur apprenait des compétences, des machins. Alors, ça les faisait bien marrer toutes parce que. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens là-dedans. Enfin bon, c'est tout le côté des prisons. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pour des raisons de, je sais pas moi, détournement de fonds. À côté de ça, tu as des trafiquants de drogue et des des meurtrières. psychopathes. Voilà, et puis à côté de ça, des gens qui sont des malades mentaux. Notamment, tu as une nana dans une cellule en train de faire une chanson. Oui, Euh, Oui, bah ça, fallait le traduire aussi parce qu'il fallait que ça arrive. j'ai pensé à toi, mais... Et alors, en plus, m'avait dit Lucille, cette chanson venait d'un autre texte. Alors, je ne sais plus si c'était Daniel José Holder ou je ne sais plus, je crois que c'est chez Daniel José Holder. Et je lui ai demandé, mais alors du coup, ça a été traduit parce que forcément, il faut respecter. Je ne crois pas que ça a été traduit encore. Donc, du coup, t'en as une qui est folle dingue à côté à chanter sa chanson et tout. Non-stop, alors que l'autre, elle est à l'infirmerie, elle essaie de se remettre de ses blessures et tout. Et dire, oh, faites la paix. Avec un truc dans la chanson qui est quand même embêtant. Dans la côté prémonition, on commence avec les mondes de cendres et tu as l'idée que cendre, tu redeviendras, enfin poussière, tu seras, machin, etc. Et tu te dis, ouais, ouais, j'espère que ça va pas aller dans l'arc de mon personnage, parce que, ou en tout cas, si elle doit partir, je voudrais que ce soit de manière superbe. Tu Ah vois, oui, avec panache. Elle avec, a du panache, voilà, c'est ça. avec Il faut qu'elle panache. parte, voilà. Ouais, pas en sacrifice pour encore je ne sais quel bolos de mes. Bon, voilà, de mes. Compris. Non, non, avec panache, cette fois-ci, rester avec son vaisseau et partir avec, enfin, avec un feu d'artifice, quoi. Ouais, Feu ouais. d'artifice, voilà, comme elle, qui est un personnage qui est outrancier, qui est bigger than life, tu sais, on dirait en anglais. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, Clairement, elle est, ouais, ouais. Elle est explosive en plus dans tous les sens du terme. complètement explosive, oui. Et il faudrait effectivement placer ce que tu m'as suggéré, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, elle puisse dire je m'en bats les coups. Lucille, je milite, il faut qu'on le place. S'il y a du texte qui s'y prête, il faut le mettre. S'il y a un texte qui s'y prête, je m'en bats les coups, c'est indispensable pour un Twilight à un moment ou un autre, ouais, je pense que ça serait pas mal. Et ça passera mieux si c'est une nana que si c'est un Bib Fortuna. Clairement, je la vois clairement dire ça. En plus, elle serait Je capable m'en de bats les coups, tu sais, en mettant le lécou en écharpe comme ça. dire ça. Voilà. M'en parler les coups. Dire que c'est un personnage que du coup, effectivement, bah, je suis vraiment devenue fan, alors qu'elle est pas appréciable par plein d'aspects, hein. Pour le coup, euh, là, on la voit vraiment faire des trucs dégueux. Ah oui, oui, c'est... Mais en même temps, elle le fait avec panache et tu comprends, enfin, on te donne encore une fois arc tragique, blablabla. Donc, on te donne des circonstances et elle est pas monolithique. C'est pas une méchante parce qu'elle est méchante. Voilà, elle est méchante. Non, non, Voilà. c'est... C'est pas une bitch pur jus, complètement machiavélique. Quelque part, tu as envie qu'elle réussisse, cette fille, de T'as soit envie qu'elle s'en forme sorte. Oui, Ouais, t'as envie qu'elle s'en sorte. Elle devient attachante, encore une fois, malgré elle. Et ça fait plaisir parce que tu te dis, OK, elle est, bah, elle est complexe.
Elle est complexe. C'est ça qu'on aime dans Star Wars, nous. C'est amener-nous des personnages à 3 dimensions, en fait. Mm. Et pas des morceaux de carton en 2D. Mm. Et même les personnages secondaires qui évoluent autour d'elle, bien souvent, comme tu l'as dit, ils sont complexes. Eux aussi font leur choix. Et du coup, ça ajoute de la profondeur au récit. Et c'est d'autant plus agréable que c'est quand même des sujets difficiles. C'est un contenu adulte, encore une fois. Ah bah là, oui. Donc, Oui, c'est parce que bien de ne pas ouais, avoir gentil Jedi, méchant Nihil, piou, 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 whiz, whiz. Et mm. puis voilà, parce que ça va 5 minutes, quoi. Mm. Ça va... Et puis là, du coup, c'est vrai qu'ils sont tellement hauts en couleur qu'à côté, nos Jedi Béjas. Alors, même si Ah il y a des oui, choses intéressantes, on n'en a pas tellement parlé, mais par exemple, le Trandoshan, Skir, pour le coup, qui est oui, oui. amoché dans plein de façons. Il lui manque un bras, il a une crise de foi dans la force, il a une relation sympathique avec sa padawan, parce qu'elle le charrie, elle est quand même, elle lui manque de respect de plein de façons. Mais il est intéressant, tu vois. Il y a le moment où, lui, pour le coup, il est gris, où il est en chasse de l'Airkid, justement, et là, c'est vu du point de vue de l'Airkid qui dit, attends, moi, c'est pas un Jedi, c'est pas Avar Chris, la belle Jedi blonde, c'est pas Barbie Jedi en train de me courir après, quoi. C'est un, c'est un reptile qui est capable de me déchirer, de m'arracher un bras et de me Ouais, dépecer. il fait peur, hein. Façon Predator d'ailleurs, parce que la scène dans Ouais, c'est Predator, ça va d'arracher la colonne vertébrale comme ça et dit punaise, chocotte, parce que le type à ce moment-là, il n'est pas en mode Jedi, il est en mode chasseur reptilien. ouais. Et Et tu te demandes si son entraînement Jedi va prendre le dessus ou si... tu doutes qu'il va pas buter l'autre vu que c'est un flashback et qu'il est dans le saloon en train de raconter l'histoire, mais il fait flipper. Mais c'est un des nombreux clins d'œil au film d'horreur, comme tu le disais, quoi. Predator, Alien, évidemment, mais c'est pas le seul. Enfin, il y en a plein, quoi. donc, verdict pour ce premier audio-drama. Bon, en ce qui me concerne, que du bonheur. Donc, mais pour moi, c'était C'est... vraiment immersif, hein. Je dois dire que là, j'étais bien immergée, voilà, submergée parfois à certains moments, mais au résultat final, du coup, en fait, ce seront les gens qui l'écoutent qui en parlent le mieux. Donc déjà, Aurélie m'a fait un super bon retour, donc déjà, c'est déjà bien. Vivement le prochain audiodrama. Et puis, moi, je retourne à ma lecture de La Lumière des Jedi. Retourne à ton Donc, je suis sacerdoce. remotivée. Que j'ai à nouveau la moelle, quoi. Non, mais blague à part, c'est bien qu'on ait des méchants différents. Hein. On a des pirates sans foi ni loi ou presque face à nos Jedi qui ont un règlement dans le derrière. Et voilà, ce sont les ennemis parfaits, en fait, pour les Jedi, quelque part. Sauf que c'est pour moi, ce ne sont pas des ennemis qui sont manipulateurs de force, ou peut-être que Oui, certains en plus. trouvaient Ah, sensibles à peut-être la qu'il y a force. il y a Mais eux, des oui, forceaux ça dans peut le lot, leur hein. arriver, mais je veux dire, ils sont pas normalement des adversaires à la hauteur. Mais forcément, ça les amène, eux, à devoir développer des techniques, des tactiques assez massives, hein, quand même, parce que c'est vrai que de ce que déjà on perçoit là, enfin, on est dans l'après-catastrophe, etc. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas peur d'y aller avec des gros sabots quand même. Hein. Ah, c'est pas des subtils, les Ah Nihil, hein, ça c'est sûr. non, c'est pas subtil. C'est quand même, ils y vont sur l'extinction de masse, hein, quand même. Hein. Génocide, massacre, rien ne leur fait peur, quoi. Et donc, c'est vrai que ils développent des gros moyens, mais des gros moyens qui ne sont pas les moyens de la force. Et c'est des adversaires intéressants, du coup, pour nos Jedi, qui d'habitude, on se retrouve toujours quand même souvent en mode site. Contre les sites et machin. Mais là, vu que les sites, ça fait quand même genre 800 ans qu'ils font profil bas et qu'on les verra pas ressortir du panier avant l'épisode 1. Ah non, ils sont en train de construire la reine d'Exégol, on peut pas tout faire. Hein. Ils peuvent pas être partout, hein, voilà. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir mis des ennemis vicieux, vraiment vicieux, féroces, mais qui manipulent pas la force et qui arrivent quand même à mettre les Jedi en échec, quoi. C'est intéressant. Et faire trembler la République sur ses bases. Ça, c'est bien. Et puis surtout, à quand un crossover entre un Nihil et un Jedi? Moi, je voudrais voir ça. Vivement qu'on ait
histoire d'amour entre les deux, s'il vous plaît. Non, And Mr. Lovers, mais oui. Oui, parce que là, on a eu du transespèce en Dowutin. Bon, elle ne voulait pas, mais je veux dire, néanmoins, on a vu ça. Bon, c'est très bien, c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien... donnez-nous un équivalent Relo, là, les gars. Là. Ah ouais, il y a tellement moyen. Allez-y. Allez, vous savez écrire. Attends, Cavan, tu nous as refait le fantôme de l'opéra. Merde, donne-nous une histoire d'amour compliquée. En plus, on sait qu'il aime bien la romance. Ça ne le dérange pas. Les sexualités ne le dérangent pas. Il y a Claudia là-dedans, ça ne la dérange pas non plus. Donc là, attends, moi, je serais hyper vénère si, dans toutes ces phases de la Haute République, à un moment, t'as pas ça, quoi. Ah bah, ce sera encore une opportunité ratée, hein, manquée, oui. ouais. Bon, alors là, on n'en a pas souffert, mais... Mais, allez, au charbon, les mecs. Ouais, ça peut arriver encore. Et donc, bah, écoutez, on va vous laisser là-dessus. Bonne écoute. Faites-nous votre retour dès que vous aurez fini. Et puis, de toute façon, on vous retrouve pour le book club. Alors, la Haute République, hein, de toute façon, ce ne sera pas avant la rentrée. Laissez-nous le temps de lire, s'il vous plaît. Donc, nous, ce qu'on fera pour le book club, c'est qu'on lira les romans adultes et les romans YA qui sont sortis chez Pocket. Et puis, moi, à part dans les focus, je vous ferai les romans de la Bibliothèque verte. Voilà, le contenu vraiment junior. Voilà. Mais à terme, on devrait tout voir. Mais c'est vrai que c'est pas tout de suite prévu. Alors, on sait bien qu'il y a des choses en dehors. Donc, peut-être qu'à un moment, on regardera. Et s'il y a... Je sais pas, on verra comment on va gérer ça. Si on a le temps. Si on a le temps. Mais bon, disons que le gros morceau, c'est d'avoir lu ce qui sera sorti d'ici fin août, début septembre, en fait. Voilà. Dans la Haute République. Voilà, et puis comme ça nous donnera un an avant la phase 2, on va dire. Oui, voilà, ça nous laissera le temps de parvenir. On essaiera de coller un peu plus à l'actualité ce coup-ci. Et donc, bah voilà, on vous dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt.